Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 139 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Indiana Pacers. Donc, nous sommes dans notre série des stats de la saison. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, puisque c'est vrai qu'en ce moment, on alterne pas mal de séries de podcasts sur le Basket Lab. On a eu la syllabe, bien sûr, qui a commencé, notre top 100. On a notre saga de crossover, évidemment. Mais on n'oublie pas notre bon vieux basketball de d'habitude. On n'oublie pas les fondamentaux, et donc, notamment, les stats de la saison, bien entendu. Ce format où on prend un peu les stats en prétexte pour parler de plein d'équipes différentes. Et en fait, on va essayer tout le monde. On ne sait pas si on va y arriver, mais on va essayer de parler de tout le monde. Et donc aujourd'hui, les Indiana Pacers. Une équipe qui n'a pas fait les playoffs, mais qui tout de même est évidemment très intéressante. Et donc, pour ce faire, nous recevons sur le podcast aujourd'hui Antoine Demag, que vous connaissez probablement, qui est passé récemment par Trash Talk, mais que vous connaissez aussi, sans doute, pour ses threads Twitter et son contenu proposé sur Twitter. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, les 10 stats de la saison des Indiana Pacers 2023. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve une nouvelle fois pour notre série des stats de la saison. Et pour ça, aujourd'hui, les Pacers d'Indiana. Et donc, on reçoit quelqu'un que vous connaissez bien entendu, puisque c'est Antoine Demag. Comment ça va, Antoine ? Écoute, ça va super, hein. C'est la trêve NBA, donc on souffle un peu, quoi. Moi, je suis pas mal occupé ces derniers temps, mais ça va bien, ça va bien. Et toi, du coup, comment ça va ? Moi, ça va, mais je crois que j'ai encore fait l'erreur sur ton nom de famille, non ? C'est Demag ou Demag ? Alors, à chaque fois je me... Ouais, c'est Demag, mais c'est normal, c'est commun, on va dire. T'es pas le premier. Malheureusement, t'es habitué, c'est un peu le lot des noms de famille, ouais. Bon, alors Antoine, que vous connaissez sans doute, vous l'avez déjà entendu sur le Basket Lab, bien entendu, sur Twitter aussi, Antoine DMGDT, du coup, pour tous les threads, et notamment, ton actu, c'est que t'as passé quelques semaines ou quelques mois là, en stage chez Trash Talk, et donc t'as pu produire certaines analyses tactico-techniques, comme pourrait dire Didier Deschamps. Exact. Exact, ouais, c'est ça, ouais, un petit stage de 2 mois chez Trash Talk, donc j'ai pu faire un peu d'actu principalement, et puis aussi sur les finales NBA, ouais, j'ai pu un peu développer des papiers un peu plus analytiques, on va dire, sur les finales NBA, et aussi un petit peu sur les rookies en se projetant sur le top 10 de la draft, en se projetant sur leur contexte à venir. Et donc ouais, c'était sympa ces types de papiers-là, parce que voilà, ça faisait des ponts entre les néophytes, quoi, et puis les habitués du basket analytique. Donc c'est toujours sympa pour essayer de populariser un peu ce basket-là, un peu plus de niche, quoi. Donc ouais, c'était assez plaisant de faire ça à Trash Talk. C'était assez réceptif à l'idée, donc c'était top, ouais, bonne expérience. La niche tactique grandit. Direction Objectif Chenil, bientôt. Objectif Chenil. Celle-là était pas mal. C'est notre slogan maintenant, Objectif Chenil. C'est ça. Et après, on verra. Après, ouais. Ça sera Objectif... c'est quel château dans la Loire, là, avec tous les chiens ? Chambord. Non, c'est pas Chambord, c'est Cheverny, je crois. Cheverny, exact. Ouais, c'est ça. Mais bon, on est loin de l'Objectif Cheverny encore. Ouais. on adaptera les ambitions au fur et à mesure, mais il n'y a pas de problème. Bref, assez de divagation, pardon. Donc nous sommes là pour notre série des stats de la saison.
Donc on prend le prétexte des stats pour faire un bilan équipe par équipe pour 2023, avec donc ce principe de parler de plein de petits sujets sur une équipe en question à travers des stats qui soit sont des stats très intéressantes, soit sont un petit prétexte pour aborder tel ou tel sujet. Vous connaissez sans doute, ou si vous êtes nouveau, bienvenue, installez-vous. Et du coup, aujourd'hui les Pacers, une très jeune équipe, cela dit assez intéressante. Bah, si tu es prêt, on peut commencer directement et je peux te lancer tout de suite. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Pacers 2023? Alors, du coup, moi, je vais partir directement sur un côté un peu plus positif en donnant une stat du coup collective, un peu identitaire pour commencer un peu à poser la structure de cette équipe. Du coup, ma première stat, c'est 4,2. Ah. C'est les points par 100 possessions ajoutés par le jeu de transition des Pacers. Oui. Donc déjà, il faut savoir qu'ils ce sont les premiers dans cette statistique de la ligue. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'Indiana est l'équipe de la ligue qui fructifie le mieux le jeu de transition. Pour en revenir au points par 100 possessions ajoutées en détaillant un peu le chiffre, c'est une stat qui provient de Cleaning the Glass et qui combine la fréquence et l'efficacité d'une équipe pour jauger en gros sa productivité globale en fait. Ouais. Donc assez logiquement, les Pacers ils sont deuxième en termes d'efficacité en transition, 133 points par 100 possessions, et quatrième en termes de fréquence, avec 17% de leurs actions qui sont jouées sur du jeu rapide. Ouais. Donc plus d'une possession sur 6 pour figurer un peu. Et cette stat, elle illustre un peu ce jeu rapide offensif que Rick Carlisle essaye de favoriser au maximum pour contourner d'une part le jeu placé sur demi-terrain, je pense, parce que t'as pas forcément beaucoup de créateurs en fait dans l'effectif pour faire la différence, tout simplement. Et d'autre part aussi pour optimiser un jeune effectif qui aime jouer vers l'avant rapidement. Deux autres petites stats pour encore contextualiser ce système Pacers. Ils ont la 5e pace de la ligue, donc c'est la 5e équipe qui joue le plus rapidement NBA. Et ils sont deuxième au nombre de drives par match, derrière forcément le Thunder. D'ailleurs, drive par match, statistique très intéressante parce que il y a beaucoup de variance en fait par rapport à la moyenne au sein de la ligue. C'est-à-dire que le Thunder, par exemple, qui est premier, va quasiment driver 2 fois plus que l'équipe qui est dernière. Il me semble que c'est les Nuggets. J'ai plus ça exactement en tête, mais tout ça pour dire que c'est intéressant de regarder ça aussi. Donc oui, tu veux dire la répartition, elle n'est pas totalement linéaire entre toutes les équipes. Le Thunder est premier, mais finalement avec un écart énorme sur le reste de la NBA, par exemple. Oui, c'est ça. Et même, en fait, quand tu regardes le reste des équipes, la variance est grande dans le sens où tu vas avoir d'autres statistiques où l'écart entre les équipes est très faible. Et en fait, la moyenne va pas être très loin de l'étendue en fait statistique. Et le drive est une de ces catégories-là où du coup, c'est une statistique qui va beaucoup changer et vraiment définir une équipe, quoi. Ouais. Petit parallèle sur ça, petite parenthèse sur ça. Alors après, si on sort un petit peu le nez des chiffres en faisant plus du cas par cas, cette philosophie de jeu, elle est, je pense, sûrement aussi efficace grâce déjà à Tyrese Haliburton, qui a cette capacité vraiment à accélérer le jeu en permanence. Dès qu'il a la balle sur un rebond ou sur une remise en jeu, et d'ailleurs parfois même avant qu'il ait la balle, il prend immédiatement l'info pour voir comment attaquer le repli défensif qui est vraiment un point de bascule clé dans l'attaque des Pacers. D'ailleurs, il y a Gibson Paper, analyste NBA, qui a fait une très bonne vidéo cette saison sur son passing du coup de Tyrese Haliburton en décortiquant un peu son skill set dans ce jeu en transition notamment. Oui, alors Gibson Paper, c'est la chaîne Half Court Hoops, c'est ça? C'est ça, ouais, exact. Et donc voilà, si vous voulez jamais les commentaires et les stats à l'image, ça peut être pas mal. Et du coup, autour de Tyrese, on a des joueurs comme Bud Hield, ultra dangereux par son tir à 3 points élite, quoi.
D'ailleurs, il me semble que c'est le duo le plus prolifique de la ligue à 3 points en termes de passes décisives, dans le sens où Tyrese Haliburton, je crois que c'est 108 passes d'ess ou 110, je sais plus, a fait le plus de passes à Buddy Hield pour des tirs à 3 points. C'est en termes de duo. Je sais pas si je suis très clair, mais ça a son importance, notamment en transition où il est très souvent cherché parce que Buddy est capable vraiment de dégainer très rapidement et souvent il le cherche pour attaquer un repli défensif. Il y a Bénédicte Mathurin aussi qui n'a pas trop peur de prendre des tirs et qui est plutôt bon lorsqu'il est lancé en jeu rapide. Andrew Nembhard aussi qui a une bonne adresse au cercle. Enfin, il y a plein de joueurs qui sont capables de prendre de vitesse le repli défensif adverse, quoi. Et c'est assez comment dire, accentué pour ça. Et même si on regarde les intérieurs, leur mobilité fait qu'ils sont également des rim runners plutôt dangereux sur transition. Quand je parle de ça, je pense surtout à Jalen Smith qui aime bien partir vite devant. Pareil pour Isaiah Jackson qui est aussi capable de très vite tout de suite jouer la transition pour des intérieurs en fait. Il y a vraiment un effectif jeune sur lequel on peut capitaliser sur cet aspect du jeu et surtout en fait lorsque t'es pas très bon dans les autres secteurs de jeu. Mais ça on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'était un peu le versant transition qui est quand même assez central à cette équipe des Pacers, voilà. Oui. Eh bien, je vois qu'on avait exactement la même chose, puisque j'ai aussi attaqué par ce thème-là. Okay. C'est un peu toujours, c'est un peu normal, hein, on essaie toujours de commencer par du positif dans le collectif. Et quand on a affaire à une équipe qui est pas très bonne, on cherche le point qui ressort du lot, effectivement. Donc je vois qu'on a le cerveau qui fonctionne de la même manière. Mais bref, donc moi aussi, ma stat, si tu me permets d'enchaîner du coup, ma stat c'est 27. Donc c'est un peu la même chose, mais reformulé. Et les 27, c'est les points par match sur transition des Pacers. 27 points par match en moyenne sur transition des Pacers, ce qui est évidemment premier de NBA, hein. Donc on rejoint totalement cette idée que tu développais. Et c'est vrai que c'est un point qui ressort du lot parce que, comme dit, et vous le savez également, les Pacers n'ont pas été très bons cette année. Quand on regarde au niveau du net rating, différentiel attaque-défense, ils sont 26e sur 30, donc évidemment pas très bon. Ouais. 26e défense, 21e attaque aussi. Donc voilà, même l'attaque, elle est pas très bonne malgré ce qu'on pourrait qualifier d'effectifs un peu talentueux, au moins offensivement, je pense, on peut dire ça. Et pourtant, donc, l'attaque n'est que 21e, et ils sont même 24e sur 30 au niveau du jeu sur demi-terrain, malgré ces bons talents. Et c'est vrai que, donc, voilà, au niveau de l'attaque, c'est pas génial, mais comme tu as dit, il y a ce côté élite en transition avec, on peut citer toutes les stats possibles, en fait, hein, je crois que d'ailleurs on vient de le faire sur la transition. Toi, tu as parlé des points ajoutés par 100 possessions, c'est ça? En fait, c'est des plus 4,2, ça veut dire que par rapport à la moyenne, ils ajoutaient plus 4,2 points par 100 possessions. Moi, j'ai les points par match, le total brut de transition, qui est effectivement le meilleur, puisque si on décompose, ils sont deuxième en fréquence de transition, deuxième en nombre de contre-attaques, 20,2 en moyenne par match, sachant que le premier c'est Sacramento avec 20,3. Donc voilà, les Pacers étaient quasiment le plus gros volume de contre-attaque de NBA, quasiment premier, et en plus troisième aussi au niveau de l'efficacité, 1,18 points par possession sur des transitions. Donc voilà, quand tu mélanges efficacité et gros volume, bah oui, évidemment tu as cette attaque qui est élite en transition et première de NBA au global, en fait, quand tu combines les deux. Et c'est vrai que moi je voulais surtout souligner ça parce que je crois que on a fait l'épisode avec Utah, enfin avec Azad, notre ami Azad Horton Pierce. On a fait l'épisode sur Utah, et justement le cas de Utah était intéressant parce que c'était surtout l'attaque sur demi-terrain qui était intéressante, et il courait pas tant que ça. Ouais. Et Utah était un peu l'anti-cliché de la jeune équipe qui en fait était qui collait pas au cliché de la jeune équipe qui court mais qui est pas très bonne sur transition. Utah, c'était l'inverse. Mais là, pour le coup, les Pacers, c'est ça. Et je pense que tu me rejoins là-dessus, c'est que les Pacers, eux, ils sont dans ce cliché-là de on n'est pas très compétent encore par rapport au reste de la NBA sur du jeu de demi-terrain, parce qu'il y a aussi des limitations d'effectifs, hein. On n'est pas sur le même effectif que Denver, par exemple. Mais par contre, on va chercher des points avec la fougue de la jeunesse, peut-être on peut dire comme ça. Et donc, c'est vrai que les Pacers rentrent totalement dans ce cliché de l'équipe jeune qui va chercher beaucoup de points en transition.
Et ouais, les Pacers 2023, c'était surtout de la contre-attaque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour. Je pense que c'est surtout aussi, dans un certain sens, voilà, une équipe qui est consciente de ses lacunes et qui veut, voilà, au maximum éviter du jeu placé, parce que, bah voilà, je pense que c'est surtout aussi un problème de création qui fait que t'arrives pas forcément à te créer des paniers comme peut le faire la transition. Et je pense qu'il y a surtout aussi Tyrese Haliburton, hein, qui parce que pour lancer une contre-attaque, il faut une certaine vision de jeu. Et y a pas que la finition, c'est pas tout le temps ça. Après, je reviendrai un petit peu sur cette transition un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est surtout par aveu de faiblesse aussi, je pense, quoi, parce que il y a aussi des dommages collatéraux, voilà. Ouais. Effectivement, j'ai pas regardé, mais je crois qu'ils correspondent assez bien, je crois, sur le stéréotype de l'équipe jeune qui du coup perd beaucoup de ballons. Oui, ils sont 23e. C'est ça. Sur 30, pas mal de turnovers. Oui, bah, je te laisserai développer tout à l'heure, mais juste du coup pour rester sur la transition, ils ont 3 joueurs dans le top 40 au niveau des possessions terminées en transition, donc des tirs pris en transition, on pourrait dire. 3 joueurs dans le top 40 avec Buddy Hield, Benedict Mathurin et Haliburton, évidemment. Et que avec des efficacités de folie pour ces 3-là, avec du 1,24 points par tir, 1,19 et Haliburton 1,33 points par tir sur des séquences de transition. Donc voilà, on a affaire à une méga machine de transition. Et même si on réduit ça, si on zoome encore un peu plus sur Haliburton, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup qui part de lui, en fait. Parce que, bon, au niveau des on-off, le on-off est un différentiel avec et sans lui, mais bon, à la limite, ça dépend aussi beaucoup de ton backup, du coup. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est les on-court. Et sur le on-court, c'est la stat on-court, c'est quand le joueur est sur le terrain, comment performe l'équipe. Et on compare avec le reste des joueurs NBA. Et donc, quand Haliburton était sur le terrain, le on-court en transition était dans le 97e centile au niveau des points par possession. Donc mieux que 97% des joueurs à son poste. Et même en termes de fréquence de transition, à quel point est-ce qu'il augmente, lui, sa présence sur le terrain est corrélé au fait que l'équipe fait beaucoup de transitions. Il est dans le 93e centile. Donc il augmente la fréquence En tout cas, il y a une corrélation très forte entre sa présence sur le terrain et le nombre de contre-attaques à hauteur de... Enfin, mieux que 93% des joueurs à son poste, et ça c'est un peu des stats, mais comme tu dis, on le voit en match, hein, au niveau de l'analyse visuelle, comme tu dis, dès qu'il y a un rebond qui est chopé ou dès qu'il y a une interception, on a affaire à un quarterback, en fait, un mec qui lève les yeux, qui est le général de terrain, comme on dit. C'est ça, et puis même au-delà de ça, même sur du jeu qui va être en théorie plus placé, il va toujours avoir ce réflexe de porter la balle rapidement. On voit très rarement remonter la balle, utiliser les 8 secondes comme on peut le voir dans une certaine tendance en NBA qui peut surgir. Lui, il va toujours monter la balle rapidement pour en fait être dangereux et peut-être éventuellement débloquer un micro décalage qu'il va pouvoir exploiter avec son passing. Donc il y a vraiment toujours cette volonté d'aller vers l'avant, qui, je pense, tu vois, j'étais pas allé voir la stat des on-off, mais c'est vrai que celle de la fréquence, elle est énorme. C'est vraiment le point de départ de tout ça, quoi. Effectivement, ça me fait penser à un autre joueur qui était absolument élite sur la transition au niveau de ces stats-là, c'était Ben Simmons, mais qui c'est plus trop le cas actuellement. Mais n'oublions pas que Ben Simmons à l'époque était aussi une véritable machine sur ce côté-là de faire obtenir à ses équipes des points faciles. On espère qu'on verra Ben Simmons le vrai l'an prochain. Bref, je divague, mais pardon, oui, oui, excuse-moi. Point très intéressant que tu disais aussi sur ce côté, il remonte la balle vite et on gâche pas d'occasion. Ça me fait penser que il a été sur le podcast de Paul George, du coup. Tyrese Haliburton. D'ailleurs, je vous recommande ce podcast de Paul George. Je suis pas trop fan des podcasts de joueurs, mais celui-là il est assez intéressant pour le coup. Et il expliquait que justement, ce qui est un peu, paradoxal, je sais pas, mais Rick Carlisle, donc le coach des Pacers, qui était l'ancien coach pendant X années, plus d'une décennie à Dallas. Carlisle, c'est vrai que nous on le connaissait comme un des derniers qui encore aimait bien appeler tous les systèmes un par un et qui aimait bien ce jeu un peu scripté et ce côté à chaque possession je veux appeler le système moi-même en tant que coach, quelque chose que
voilà, c'est quelque chose qui se perd un peu en NBA avec le free flow, etc. Et Carlisle, même jusqu'à la fin à Dallas, c'était encore un de ceux qui voulaient le faire. Mais par contre, donc, dans ce podcast, Haliburton raconte que, en fait, avec Haliburton, Carlisle s'est dit bon, ouais, ok, on fait pas comme avant, on fait pas comme je faisais avant. Je te laisse les clés et vas-y, voilà, t'as clé en main. Et en même temps, on peut le comprendre aussi parce que déjà, c'est l'évolution du jeu, mais en plus, voilà, tu donnes les clés à quelqu'un qui a l'intelligence de jeu de top niveau, je pense d'élite en NBA pour faire ça, et donc tu es à peu près sûr qu'il va toujours prendre les bonnes décisions, même s'il accélère. Parce que c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est pas accélérer pour accélérer et finir hors de contrôle. La force d'Haliburton, c'est aussi d'accélérer et intelligemment, peut-être on peut dire. Ouais, c'est ça. Il a toujours cette volonté d'aller vers l'avant, mais voilà, si ça passe pas, il va tout de suite s'arrêter pour passer sur du jeu placé, quoi. J'avais pas vu justement ce passage-là assez intéressant, mais oui, non, mais de toute façon, c'est un joueur qui est élite en termes de QI basket, et même si il se fait encore un peu prendre parfois par peut-être on pourrait dire la foule de la jeunesse sur passing, etc. Il y a quand même des choix, on va dire peut-être structurels, qui sont toujours bons, quoi. Donc en soi, non, bah je peux que confirmer ce que tu viens de dire. Et puis de toute façon, voilà, c'est ce qui se fait peut-être de mieux en NBA en ce moment dans ce système-là, enfin dans cette comment dire, pour rattacher à la transition. Dans ce secteur de jeu là, quoi. Donc en fait, c'est pas Tyrese Haliburton qui est hyper intelligent, en fait c'est l'intelligence qui est Haliburton. C'est ça. Je sais pas si tu connaissais les blagues Chuck Norris à l'époque, mais ça me fait un peu penser à ça. Ça me dit rien, mais je vois l'idée en tout cas. Bon, cherchez les blagues Chuck Norris si vous êtes jeune. Du coup, avançons. Quelle est ta deuxième stat du jour sur les Pacers 2023 à nous présenter? Ma deuxième stat, c'est 37,5. Ouais. C'est le pourcentage de tirs au cercle que les adversaires prennent contre les Pacers. Donc du coup, après avoir parlé de l'attaque, je change de côté du terrain avec cette statistique assez mauvaise et plutôt symbolique au final de la défense des Pacers. 37,5% de tirs près du cercle pris par l'adversaire, c'est la 28e pire fréquence de la ligue en termes d'autorisation. La défense, c'est très clairement le côté du terrain qui pêche le plus pour Indiana cette saison, qui du coup, comme tu l'as dit, est 26e au defensive rating. Alors, ce qu'il faut déjà savoir avec ces stats, déjà, c'est qu'elle est centrale parce que elle couvre l'un des tirs le plus rentables du basket derrière le lancer franc, à savoir le lay-up ou le dunk. Donc, forcément, elle a son importance, mais ce que je disais déjà avec les drive Tyler, c'est que c'est une stat qui a aussi pas mal de variance entre les équipes au sein de la ligue par rapport à la moyenne. Contrairement par exemple au turnover, qui sont plutôt homogènes au sein de la ligue, dans le sens où les équipes ont plus ou moins tendance à perdre autant de ballons par rapport à un rythme de jeu du coup ramené sur 100 possessions. Eh bien, le pourcentage de tirs pris par l'adversaire près du cercle est beaucoup plus variable d'une équipe à une autre, pour des raisons évidentes de personnel défensif. Ça me paraît évident à ce niveau-là. Du coup, ce qui nous amène aux différentes raisons de ce chiffre que je vais essayer du coup d'énumérer. Déjà, on peut tout de suite cibler des défaillances sur la défense extérieure. Pour moi, hormis Andrew Nembhard qui a montré des choses assez encourageantes cette saison de ce côté du terrain, on peut pas dire qu'il y ait de défenseurs réellement positifs sur les lignes arrière dans la rotation principale. Juste, je précise, là, parce que tu parles de tir au panier, mais ensuite tu enchaînes avec les lignes arrière. Ouais. Tu fais aussi surtout le lien de s'il y a des pénétrations, c'est pas qu'une question de protecteur de panier, c'est parce qu'en premier rideau, il y a des gens qui se font passer un peu facilement.
C'est ça, exactement. Ouais. J'ai pas précisé, mais en fait, si on peut, comment dire, prendre des tirs qui sont près du cercle, parce que là, pour le coup, c'est vraiment au cercle. Hein, c'est Oui. pas dans la petite zone de flotteur. C'est pas les 6 feet qu'on peut retrouver sur NBA.com, par exemple. C'est vraiment au cercle. Il y a des équipes contre qui on peut pas prendre des tirs au cercle parce que en fait tout simplement il y a des joueurs, des protecteurs de cercle qui font peur tout simplement. Mhm. Avec les Pacers, c'est différent parce que déjà bah voilà, pour aller au cercle il faut forcément passer ce premier rideau ou créer un décalage pour pour tout simplement aller sous le panier quoi. Donc c'est comment dire un point qui qui pêche avec cette défense là extérieure. Oui, pour toi, il n'y a pas tant que ça de bons défenseurs en premier rideau, du coup. Tu dis, il y a que Ouais, c'est ce Nembhard. que ouais, Nembar que j'ai trouvé intéressant cette saison. Alors après ça Ouais. reste à voir, hein, mais disons que en tout cas, si on regarde les autres, j'ai pas l'impression qu'il y ait des défenseurs qui soient significativement positifs quoi. En fait, c'est ça que je Oui, veux dire. ouais, ouais. Ok. Et pourtant, il y a tout de même un point intéressant du coup qu'on a effleuré tout à l'heure des four factors à souligner en défense, c'est qu'Indiana est 11e en termes de perte de balles provoquées, Ouais. donc de l'adversaire. Donc plutôt un bon chiffre en soi qui illustre en fait cette agressivité, parce que les défenseurs extérieurs sur les lignes arrière sont très agressifs en fait vers la balle. Par exemple, les Pacers sont 10e en deflection, c'est-à-dire en passe déviée, ce qui est plutôt pas mal. Intuitivement, on pense à Tyrese avec sa vision de jeu sans ballon intéressante qui va couper des lignes de passe. D'ailleurs, si on regarde des stats défensifs sur lui, il est à 2,1% de steal percentage, ce qui est le 87e centile à son poste, Ouais. qui est vraiment énorme. Plutôt un bon chiffre a priori, mais encore une fois qui reste, je trouve, grandement à nuancer dans le jeu. Je regardais sur Basketball Index, tu sais, ils mettent des insignes là un peu à la Touquet aux joueurs par rapport à leur talent spécifique quoi. Et Haliburton avait des trucs assez sérieux en interception, enfin voilà, bon intercepteur, etc. Ce qui est indéniable, vraiment, c'est cette vision jeu sans ballon qui voilà, on l'a détaillé avant, c'est quelqu'un qui comprend le jeu, donc forcément il a un temps d'avance à ce niveau-là. Sauf qu'en fait, voilà, c'est d'ailleurs un peu toute la nuance qu'on fait au playmaking défensif et aux stats individuelles de ce côté du terrain, c'est qu'elles ne prennent pas vraiment en compte tous les dommages collatéraux, c'est-à-dire potentiellement les fautes provoquées. Alors pour les interceptions, pour les deflections, c'est peut-être moins le cas, mais par exemple pour les blocs, toute cette tendance à vouloir à tout prix faire l'interception ou le contre, elle peut aussi amener des fautes. Donc ça, c'est des choses qui sont pas prises dans ce genre de stats en compte. Tu veux dire, en fait, il y a un côté, ils sont très agressifs sur les turnovers ou très agressifs dans leur manière de faire. Donc, si tu prends que ça en soi, ça a l'air bien. Mais en fait, quand tu recontextualises, c'est aussi peut-être ça qui fait qu'on voit que parfois des chemins de drive peuvent s'ouvrir. C'est parce que quand tu es un peu trop agressif, peut-être parfois tu prends des paris et que du coup, il faut recontextualiser et prendre l'image un peu globale de, oui, ils sont agressifs, mais du coup, il y a aussi le compromis, quoi. Exactement. Donc du coup ouais c'est ça, c'est tout ce côté faute plus tous les foirages occasionnés, donc tu sais les sorties trop agressives comme tu l'as Ouais, dit, ouais. qui provoquent des backdoors par exemple et qui va amener des paniers qui sont tout cuits quoi près du cercle. Donc ce genre de faute, donc pas faute dans le sens arbitral du terme, mais ce genre d'errance défensive va amener des paniers concédés qui vont être répertoriés nulle part dans les statistiques, dans ce genre de statistiques. Et pourtant, ils sont aussi efficaces, voire plus pénalisantes qu'une interception brute. Donc c'est pour ça que voilà, il faut vraiment nuancer tout ça. Et je trouve que c'est une tendance qui se retranscrit un peu dans le jeu, en tout cas dans cette défense extérieure des Pacers, qui d'ailleurs du coup vient confirmer un peu cette deuxième stat. Il y a pas mal de risques qui sont pris du coup sur les lignes extérieures, et d'ailleurs sûrement sciemment pour générer du coup ce jeu en transition
qu'on évoquait juste avant, parce qu'il faut savoir que 74% des transitions sont générées par des interceptions. Encore une fois, c'est les premiers de la ligue à ce niveau-là. Et c'est assez énorme, en fait, comparé aux autres équipes de la ligue. 3 possessions sur 4 en transition sont générées par des interceptions. Oui. Mais forcément, bah voilà, tu le payes cash autre part en ouvrant ton chemin vers le cercle. Bon, après, j'ai pas parlé des autres, mais par exemple, il y a Buddy Hield, qui est plutôt neutre au global, je trouve, voilà, qui se défend défensivement, mais plutôt bon sur l'homme, je trouve. Bon, voilà, après, il y a forcément des limites par rapport à d'autres standards de défenseurs, mais Buddy Hield, bon shooter. Voilà. ouais, c'est ça, tu vois. Et puis après, bah voilà, ça tient en défense, je trouve, mais voilà, ça se fait facilement dépasser. Notamment, en fait, je trouve que là où c'est le plus criant, c'est sur les close-out. Je le trouve particulièrement mauvais. Je trouve qu'il se fait souvent avoir. Il sort comme si le joueur allait tirer à 3 points à chaque fois, et il peut se prendre en fait des drives, quoi. Ce qui, encore une fois, ouvre le chemin au cercle. Bon, après, voilà, il y a Bénédicte Mathurin qui, pour le coup, bah se sent pas toujours concerné, et fait juste, en fait, tout simplement pas les efforts, en tout cas dans la régularité. En fait, on voit souvent Haliburton s'arracher les cheveux à cause de lui, parce que voilà, il fait pas les efforts, tout simplement. Donc ça, c'est plus pour la défense extérieure. Après, bah voilà, il y a évidemment côté intérieur, du coup, la profondeur, hein, puisque bah t'as Meisterner en pivot titulaire, pardon, qui est voilà, un protecteur de cercle pas trop mal, mais très loin d'être élite à mon sens. Mais derrière, on a seulement Jalen Smith et Isaiah Jackson dans la rotation principale, quoi. Tu sais, on se moquait un peu au début de saison des Raptors et de leur effectif rempli de 6ix9ine et tout. Mais à Indiana, on a seulement 3 joueurs dans cet effectif qui atteint cette taille-là, quoi. Ouais. C'est vraiment criant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, cette saison, si on regarde du coup les line-up, on a du coup Buddy Hield et Aaron Nesmith qui sont alignés en 4 sur 2 des 3-5 ayant passé le plus de possessions ensemble. Donc du coup, en fait, ce qui veut dire que Buddy Hield et Aaron Nesmith c'était 4 dans la plupart des cas, quoi, en fait. Ce qui sont des joueurs de poste 3 voire 2 dans certains line-up. Donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Et ce qui en fait une zone, le cercle, une zone théorique que l'adversaire va viser a priori, quoi. Je me suis refait du coup des passages contre OKC par exemple, justement pour examiner un peu tous ces drives là. Et Meisterner, en fait, dès qu'il était sur terrain, il était systématiquement visé pour libérer de l'espace au slasher, quoi. Que ce soit par exemple sur de l'attaquant post-up où en fait il va être défendu pour le distraire, et en fait derrière on va avoir du jeu sans ballon qui va se créer parce que voilà, t'as les défenseurs extérieurs qui vont pas être au niveau à ce niveau-là et qui vont laisser des paniers simples derrière parce qu'il y a pas de protection de cercle, quoi. Donc c'était un peu voilà la chanson protection de cercle sur Indiana qui reste tout de même assez inquiétante. Après, du coup, à voir à quel point Jarace Walker peut impacter tout ce secteur intérieur l'année prochaine, parce qu'il y a pas mal de... Voilà, il est attendu comme un prospect très défensif qui, surtout à l'intérieur, où il peut peut-être changer des choses dans son association avec Meisterner, qui, en théorie, n'est pas déconnante. Si tu peux un peu nous le présenter en quelques mots, du coup, Jarace Walker, qui est le joueur qui a été drafté par du coup les Pacers et qui est plutôt intérieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Jarace Walker, du coup, en 8e position par les Pacers, qui est connu pour être vraiment un prospect défensif. En tout cas, intérieur, on a une vraie polyvalence, que ce soit sur la protection de cercle, notamment dans du rôle en second rideau, où il va pouvoir, donc ce fameux rôle de lawman qui est très intéressant pour son type de profil. On a un joueur qui est costaud et qui a cette polyvalence pour peut-être éventuellement défendre au large sur des 3. Donc on a vraiment un joueur qui peut être très intéressant, par exemple pour switcher, que ce soit sur l'homme, mais aussi
en second rideau s'il est placé, voilà, si par exemple, je sais pas, on a des schémas en, en pick and roll où par exemple le Miles Turner, je sais pas, fait du drop, on peut, ou même du edge par exemple, on peut avoir Jarace Walker qui peut être en second rideau derrière. Donc vraiment, il y a un peu ce côté couteau suisse défensif intérieur qui peut être intéressant. En tout cas, il y a beaucoup d'espoirs qui sont posés sur lui et je pense que les Pacers l'ont drafté pour ça. Tu penses qu'il est meilleur que Sengun défensivement? Ah, bon. Là, franchement, je pense que... ouais. Bon, ok. Alors, il y a de l'espoir pour Indiana, du coup. C'est ça, ouais. Bah oui, c'est... Encore, bon, j'ai fait la blague sur Sengun, qu'en plus j'adore. Si j'avais vraiment été en forme, je l'aurais fait sur Marvin Bagley. Honte à moi. honte à moi. J'aurais dû faire la blague avec Bagley. Mais non, mais alors, oui, du coup, je peux placer un peu ma stat parce qu'elle va dans la continuité de tout ce que tu as dit. Ma deuxième stat du jour, moi, c'est 835, justement. Tu as un peu commencé à en parler. C'était les minutes jouées par le premier line-up de Indiana, du coup. Et pourquoi est-ce que j'ai relevé cette stat? C'est pas pour étudier le niveau de ce line-up, mais justement pour voir qui faisait partie de ce line-up. Et donc c'était Nembhard, Haliburton, Buddy Hield de poste 3, comme tu disais, et Nesmith en poste 4, avec en 5 donc Miles Turner. Mais c'est vrai que je voulais aussi insister là-dessus parce que non seulement ça fait un peu lien avec le côté transition dont on a parlé, hein, évidemment, c'est bien de courir, mais c'est un line-up qui est incroyablement petit. Je pense qu'il faut insister là-dessus parce que, comme tu dis, Nesmith, qui est venu depuis Boston dans le trade de Brogdon, du coup. Mais Nesmith, il fait 6'6 officiellement de haut. Ou allez, avec les mesures américaines, on va dire entre 6'5 et 6'7 avec la fameuse exigence américaine sur les mesures. Mais bref, on est plutôt sur un grand poste 2, voire poste 3. Et là, il est utilisé en 4. Et c'est vrai que moi, non seulement je voulais parler de ça par rapport à la transition, par rapport à la défense, mais je ne vais pas ajouter quoi que ce soit, puisque tu en as déjà beaucoup et très bien parlé. Et aussi, il y avait un autre côté, c'était par rapport à notre cher ami Rick Carlisle, qui là, voilà, lui, c'est un peu son gaga d'avoir plein de porteurs de balles en même temps. Et là, il se fait plaisir. Il se fait vraiment plaisir. On le connaît depuis des années. C'est sa marque de fabrique. Bon, évidemment, je pense que dans les mémoires un peu récentes, on a le côté Luka Doncic et Jalen Brunson, qui sont deux meneurs qui ont pu cohabiter totalement ensemble dans le système de Carlisle. Pardon, il aime bien avoir ces plusieurs porteurs de balles en même temps. Mais à la limite, le Doncic-Brunson, c'est presque rien, en fait, comparé à ce qu'il a pu faire avant, même sur la décennie. On a eu au tout début, on a eu du Barea, Jason Kidd, Jason Terry qui pouvaient jouer en même temps, voire même en milieu de décennie quand il y avait moins de talent. Il n'y avait pas de stars, mais on avait quand même Barea était là en milieu de décennie, on avait du Raymond Felton, on avait du Devin Harris, on avait du Deron Williams, on avait du Monta Ellis aussi, qui est pas meneur mais qui est porteur de balle. Tous ces joueurs-là jouaient ensemble sur le terrain. Ah bah tiens, j'ai oublié comment il s'appelle, celui qui est parti à Boston dans le trade de Rondo. Jamir Nelson aussi. Jamir Nelson, l'ancien meneur d'Orlando de Dwight Howard aussi, était par là en milieu de décennie. Voilà, c'est un peu son gaga d'additionner les porteurs de balles. Et j'ai l'impression qu'il se fait un peu plaisir là. Peut-être encore plus à Indiana que ça pouvait être le cas à Dallas. Il y a ce côté multiplication des porteurs de balles qui a une logique dans le sens où le jeu avec plus d'espace, et tu as aussi besoin, en tout cas c'est bien d'avoir plusieurs porteurs de balles, donc des joueurs qui sont capables d'opérer en mouvement, de prendre des décisions en mouvement. Donc c'est là-dessus où c'est intéressant, mais évidemment, pourquoi est-ce que je parlais de ça aussi? C'est parce que de facto, ça réduit aussi le nombre et la place et les minutes pour les intérieurs. Et ça a aussi été un peu un thème pour cette année. Ça rejoint un peu cette idée de la protection du panier dont tu parlais, mais on a finalement une place réduite pour les intérieurs. Daniel Theis a joué 7 matchs à peine cette saison, lui aussi qui est arrivé de Boston dans le trade de Brogdon, mais 7 matchs parce que d'abord blessé et puis ensuite un peu tanking, je crois. Jalen Smith aussi, à peine, 18 minutes par match. C'est pas énorme. Isaiah Jackson aussi, 16 minutes par match à peine. Voilà. Goga Bitadze même, qui à la base était parti pour... en tout cas, on voulait le tester un peu. Hein. Goga Bitadze, qui était un ancien prospect il y a pas longtemps, de 2019, je crois. Donc voilà. Et lui, il a fait que 21 matchs. Il a été coupé ou envoyé au Magic. Donc voilà. Forcément, de facto, quand tu joues plus petit, ça réduit un peu les places pour les intérieurs. Et du coup, c'est vrai que en dehors de Miles Turner qui était installé, il y a eu moins de place pour se tester, moins d'occasions peut-être pour les intérieurs. Mais donc,
effectivement, peut-être que le talent de Jarvis Walker, peut-être lui, il a un talent suffisant pour réclamer des minutes, évidemment, avec son statut au choix de draft, et du coup, pour boucler la boucle, peut-être que ça va aider sur cette fameuse protection de panier dont tu nous parlais. Ouais, bah écoute, on l'espère pour eux en tout cas. Mais c'est vrai que pour revenir rapidement sur ce que tu disais, notamment sur la rotation intérieure, d'une part, du coup, il y a peu de joueurs qui peuvent vraiment remplacer, ou du moins tenir le rôle de Miles Turner en rotation. Et en plus de ça, c'est des joueurs qui font aussi beaucoup de fautes, que ce soit Isaiah Jackson ou Jalen Smith. Alors surtout Isaiah Jackson, c'est des mecs qui souvent ont été responsabilisés pour tenir, on va dire, l'intérieur adverse ou faire le rôle de vraiment protecteur de cercle principal. Mais c'est des joueurs, comme je disais avant, qui sont pas si grands que ça et qui sont très agressifs aussi pour pour tenter des contres. Isaiah Jackson qui a un très gros volume de block percentage, je crois, qui est pas loin du centième centile. Mais voilà, c'est des joueurs aussi en contrepartie qui font beaucoup de fautes parce que justement tu n'as pas des joueurs qui sont calibrés pour protéger un cercle et ça accentue en fait cette carence dans ce secteur de jeu et ça limite les rotations quoi. Donc il y a aussi peut-être peut-être que si on les avait alignés à côté de Miles Turner, ça aurait changé pas mal de choses. Mais il y a aussi cette marge de manœuvre qui est très faible à l'intérieur, qui fait que au final ça peut aussi te conforter dans cette idée de jouer de jouer plus petit avec, comme tu disais, des joueurs qui peuvent porter la balle quoi. Bah, c'est surtout que le fait que Miles Turner en plus n'ait pas été échangé, donc il y a ce côté-là. En plus, il y a l'autre aspect de on va jouer petit. Ça fait qu'il y avait moins de place à l'intérieur et c'est peut-être un peu ma légère déception. C'est qu'il y avait encore des prospects intéressants, peut-être à tester un peu plus ou à essayer de passer au révélateur. Et du coup, forcément, leur rôle a été réduit. Le trio Jackson, Jalen Smith et Goga Bitadze, dans une saison de tanking, on aurait peut-être voulu un peu les voir un peu plus testés, peut-être, en sachant que si ça marchait pas, c'est pas grave, c'est même mieux au niveau du tanking. Mais voilà, c'est peut-être la légère déception de ce point de vue-là. Mais en tout cas, on a pu voir Rick Carlisle ajouter plein de porteurs de balles ensemble. Ça a dû lui faire plaisir. Donc c'est un bon point et puis on verra la suite avec peut-être de meilleurs talents. Du coup, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter ? Alors, ma troisième stat, du coup, c'est 29,4. Ouais. C'est le volume d'utilisation, donc l'usage de Tyrese Haliburton cette saison. Ah oui. Nous y voilà. Stat, attaquons. voilà, c'est ça. Stat qui sert, surtout de prétexte un peu pour parler d'Haliburton qui, mais en fait, cette stat, certes, elle sert de prétexte, mais elle a aussi une certaine importance en elle-même. On est quand même passé de quasiment 20% à son année rookie à 23% l'année dernière environ, puis 29% cette année environ. Donc il y a une vraie progression dans son volume de responsabilité, chose qu'on pouvait lui reprocher pour faire partie un peu de passer un step, d'être considéré vraiment parmi les meilleurs joueurs de la ligue en fait, tout simplement. Hein. Là, on a clairement un rôle de franchise player qui est assumé par un leader qui sait faire pas mal de choses sur un terrain. Alors après, on reviendra sur ses défauts ou axes d'amélioration peut-être, mais sur ses quoi ? Sur ses axes d'amélioration, ouais. On sait pas. Hein. Ses défauts ? Ah bon ? Non, mais ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, je vais balancer 2-3 stats un peu pour illustrer son niveau de jeu cette saison. Sans non plus faire un scouting report, hein, évidemment, mais déjà 107 pour shooting plus, ce qui signifie qu'il est plus efficace au scoring que 7%. Je me suis planté dans cette phrase qui est assez difficile. Son score est 7% plus grand que le score moyen de NBA.
Putain, la disquette est magnifique. Voilà, c'était ça. Donc pour un porteur de balle primaire qui prend pas mal de tirs compliqués, c'est quand même excellent. Bon, après, on peut quand même fortement nuancer tout ça en disant que son usage, son volume d'utilisation que j'ai cité plus haut, c'est celui de Cleaning the Glass, qu'il est grandement gonflé par ses passes décisives. Si on va voir celui de Basketball Référence, par exemple, qui exclut les passes décisives du coup et qui compte le garbage time dans les volumes d'utilisation, on se retrouve avec Bénédicte Mathurin devant Tyrese Haliburton en termes de volume d'utilisation. Ce qui le propulse. Oui, c'est la différence à faire, c'est effectivement le volume de responsabilité de Cleaning the Glass, qui est un site, ça prend y compris le passing, alors que celui de Basketball Référence, c'est plutôt un volume de scoring. Donc, c'est pour ça qu'il est largement plus faible avec Haliburton. Et je crois qu'on est à 23% à peine sur Basketball Référence. Ouais, c'est ça, 23,8 il me semble. Donc je pense que c'est certainement l'un des joueurs qui a le plus gros delta entre les deux usages de ces deux sites. Du coup, sur Basketball Référence, donc purement scoring, il est 63e NBA. Donc tout de suite, on est très loin des quasi 30% affichés par Cleaning the Glass, en tout cas par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu appelles 63e NBA? Oui, donc 63e en termes de volume d'utilisation sur la ligue. Okay. Tu vois, 63e joueur. Donc du coup, au final, on garde encore. Hein, c'est même reproche que d'ailleurs tu soulignais déjà. Lorsqu'on faisait les All-Stars là du Basket Lab ensemble, mais quand même du coup pour faire une contre-nuance un peu par amour du joueur, on peut dire ça comme ça. On est quand même sur un cas particulier qui est capable de prendre quand même le jeu à son compte dans les moments chauds justement. Si on regarde par exemple ces statistiques de clutch sur NBA.com. Même si toutes ces stats sont calculées de façon assez imparfaite, parce que du coup, pour faire un peu le topo rapidement, elles sont calculées à partir de 5 minutes de la fin du match, et la deuxième condition, c'est qu'il faut un écart de maximum 5 points entre les équipes pour que ce soit calculé. Donc, clairement, contestable. On remarque quand même que son volume d'utilisation hors passe décisive passe de 23,8% normalement à 28,2%. Donc il y a quand même une hausse de volume dans les moments chauds, ce qui le place du coup à la 33e place de la ligue par rapport à 63e. Et si on regarde après le pourcentage de points marqués de son équipe, il est 25e de la ligue en marquant quasiment un tiers des points de son équipe dans le clutch. Et là du coup ça le place à la 25e place. Donc voilà, c'est une petite nuance tout de même à mettre sur sa capacité, je trouve, à prendre le jeu à son compte, puisqu'il a prouvé cette saison sur pas mal de matchs séries qu'il pouvait vraiment faire basculer la rencontre, je trouve, à lui tout seul sur des gros tirs de superstar. Et du coup, ça m'amène à mon dernier point que je voulais avancer sur lui. Dans son profil, du coup, en lien avec ce que je raconte, c'est que Tyrese Haliburton, il a confirmé cette saison un pull-up à 3 points absolument élite. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais Haliburton, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de pull-up longue distance de la ligue. Déjà en termes de volume, il est 5e de NBA, derrière Damian Lillard, Luka Doncic, Stephen Curry et Donovan Mitchell. Ça va. Avec 5,5 tentatives par match. Ouais. Et si en fait on regarde l'efficacité maintenant, parmi les 29 joueurs qui prennent plus de 3 pull-up longue distance par match, il est le 3e plus efficace derrière Stephen Curry et Desmond Bane. Ouais. Alors bon, il y a nuance immédiate à poser avec cette stat sur les pull-up à 3 points de NBA.com, parce qu'elle compte également ceux après un dribble ou 2 dribbles d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment des pull-up, en tout cas dans l'esprit, puisqu'ils incluent par exemple des catch and shoot avec un dribble pour se recentrer par exemple. Enfin, vous voyez bien l'idée. Mais si on va voir du coup le détail des pull-ups de Tyrese, on s'aperçoit qu'il prend bien plus de pull-up après 3 dribbles qu'avant 3 dribbles. Donc des vrais pull-ups, tu veux dire quoi? Exactement, voilà, c'est ça. Et après, bon, je vais pas faire les détails, nombre de dribbles, etc. Mais à mon sens, en tout cas, ça suffit pour estimer une certaine fiabilité, en gros, de ces chiffres globaux qui, du coup, incorporent, on va dire, entre guillemets, des faux pull-ups, quoi. Parce qu'il y a un volume qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, je voulais quand même mettre l'accent sur cet aspect de son jeu qui me semble assez sous-coté, mine de rien, et qui pourtant est une arme indispensable en fait pour faire partie de l'élite des porteurs de balles en NBA aujourd'hui, quoi.
Bon bah après c'est vrai que moi je m'étais un peu enflammé quand je l'avais mis dans mes 24 lors de ce fameux podcast sur le All-Star Game là, qui m'avait plutôt rangé dans la team Pangloss. Hein. Je sais que t'aimes bien cette petite rêve. Donc toi je voulais savoir ouais un peu comment tu te positionnais. En fait, je n'ai aucun souvenir déjà. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait en février pour le roster de All-Star Game. Je n'ai aucun souvenir si on l'avait mis ou pas. Effectivement, je crois qu'on l'avait pas mis. Mais Non. Bah moi j'étais chaud, mais toi un peu moins. Tu préférais, je pense, de mémoire, tu préférais plus des profils un peu à la Darius Garland. Ça se jouait un peu entre lui et Tyrese, il me semble. Enfin, après, je me rappelle plus trop parce qu'on avait pas mal débattu sur la fin du classement. Ouais. Mais effectivement, peut-être que le classement sur la saison complète sera un peu différent qu'en février. On verra cet été. Mais non, oui, là où c'est d'autant plus peut-être sous-coté ou surprenant, c'est que sur le pull-up à 3 points, j'entends, c'est parce que c'était aussi une de ses faiblesses annoncées à la draft. Alors, peut-être à tort, sans doute même à tort, mais le jump shot, il y avait un peu un côté, on ne sait pas s'il va pouvoir shooter parce que la mécanique était un peu particulière, un peu lente, un peu étrange, où il place le ballon bien devant lui plutôt que de faire un vrai pull-up académique et fluide. Bon, en l'occurrence, il se trouve que c'est un pull-up, on le remarque, qui est totalement, et de plus en plus chaque année, fonctionnel. La crainte, c'était que non, il faut qu'il soit dans un fauteuil et bien arrêté pour pouvoir dégainer. On se rend compte qu'avec les années, il a réussi à le rendre très très fonctionnel et que oui, il y a toujours un peu ce côté un peu particulier, mais il arrive à le dégainer de plus en plus vite et même en mouvement. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi est-ce que on a cette amélioration, sachant que vu qu'il a amélioré le côté technique de la mécanique, qu'il arrive à dégainer ce jump shot en mouvement, oui, ensuite les qualités de shooter il les a. Donc à partir du moment où le tir il arrive à le prendre, derrière on a l'efficacité de d'habitude qui est d'élite. Donc ça c'est un très bon point et c'est comme ça qu'on arrive à un des tout meilleurs shooters de NBA et très très clairement. Mais oui, du coup je peux enchaîner avec ma stat également qui était 107 du coup le True Shooting Plus et qui était un peu un prétexte pour parler d'Haliburton aussi. Par contre c'est vrai que je te trouve un peu sévère peut-être de vouloir de dire que il a en tout cas de lui reprocher un petit volume. Je pense que c'est plutôt une évolution un peu naturelle de j'étais role-player au tout début à Sacramento, un peu role-player non pas mineur mais en tout cas pas majeur, et du coup voilà, une fois qu'il arrive à Indiana il a enfin testé, on lui donne les clés de l'équipe. Mais voilà, c'est... après, ouais, tu fais bien de dire ça, justement, parce que, justement, quand je dis ça, c'est plus dans l'optique de, on va dire, le mettre dans haut du panier de la ligue, tu vois, c'est plus dans le sens, qu'est-ce qui lui manque. Non, mais là, je parlais pas de son attitude dans le jeu, je parlais du fait qu'à Sacramento, il était que à 20% d'usage. Ah oui, okay. Moi, ça me paraissait normal que dans une équipe où il débarquait, il était jeune, il avait pas un usage si gros que ça. Après, je te rejoins aussi sur le côté, dans le jeu, d'ailleurs, j'en avais fait un podcast, je crois, il y a un an, en début d'année, je sais plus. Mais c'est vrai qu'il a tendance un peu à avoir ce côté Chris Paul, et ce défaut de Chris Paul d'être un peu trop équilibré. Chris Paul, c'est un peu ça, on aurait peut-être voulu qu'il soit un peu plus orienté scoring, essayer un peu plus de forcer les choses peut-être parfois. Et Haliburton a un peu ce même défaut, mais bon, défaut, je sais pas d'ailleurs, on verra comment il évolue, c'est pas la même NBA non plus, également. Donc à suivre tout ça, mais si on peut un peu dérouler effectivement quelques stats, oui, j'ai fait un petit filtrage, donc plus de 29% d'usage sur Cleaning the Glass, plus de 1,20 points par tir, son efficacité, sa productivité, et plus de 1,40 de ratio de assist par usage, donc de ratio entre le nombre de fois où il passe la balle par rapport à son nombre total de ballons. Donc plus de 29% d'usage, plus de 1,20 points par tir et plus de 1,40 de ratio de playmaking, donc très très orienté passing. Il n'y a que 3 joueurs qui répondaient à ces critères en 2023. C'était Nikola Jokic, James Harden et Tyrese Haliburton. Donc voilà, pas mal. Et encore, j'ai peut-être été un peu pas assez discriminant en fait, parce que j'ai mis minimum 1,20, il est à 1,27 points par tir lui carrément. J'ai mis minimum 1,40 de ratio assist par usage, il est à 1,56, alors que bien au-dessus de Jokic et de Harden. Et en plus, surtout, Haliburton est à 11% de turnover.
À peine. À peine 11%, ce qui est un score assez bas finalement pour son nombre de responsabilités, là où Jokic et Harden sont plus sur des scores un peu plus mauvais, enfin un peu plus mauvais, un peu plus bas, un peu plus perte de balles évidemment. Donc voilà, il y a un peu ce côté filtrage très amusant qui ressort. Et sachant aussi qu'au niveau du scoring, il est très efficace et en plus, il a un pourcentage de paniers assistés de à peine 33%. Bon, à la limite, le score, on s'en fout un peu, mais c'est juste pour dire qu'on est au niveau de Damian Lillard et de Donovan Mitchell, qui sont aussi autour des 33% de paniers assistés. Donc, c'est pas quelqu'un qui est non plus hyper efficace avec que des tirs un peu faciles, un peu des... Voilà, non. Le fait d'avoir un pourcentage de paniers assistés, donc créés par autrui, aussi bas, ça montre aussi qu'il y a un certain côté de création et que non, son efficacité, elle est aussi sur des tirs créés par lui-même. Non, mais c'est clair. C'est bon, après c'est peut-être aussi un axe du coup de progression, tu vois, où à quel point il peut vraiment prendre ce genre de tir sur du plus gros volume aussi, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, en axe d'amélioration, du coup, tu parlais un peu de ce syndrome, ce profil Chris Paul à vraiment entre guillemets sélectionner ses tirs et pas forcément les forcer dans le bon sens du terme. Il y a de ça, mais après pour tout ce qui est côté passing, il y a encore un peu de déchets, je trouve, au niveau des pertes de balles par exemple, où je pense qu'il pourrait peut-être améliorer ça. Je pense qu'on peut mettre ça aussi un peu sur le côté jeunesse où il peut, parce que il a ce QI et cette vision pour ajuster tout ça. Et après aussi, je voyais, pour moi, sa limitation aussi, c'est son handle qui peut-être parfois un peu trop, comment dire, trop simpliste en termes de skill set, où tu sens que c'est pas toujours évident de faire comment dire, le décalage par rapport à son défenseur, surtout sur ce type de tir qui comment dire est pris par lui-même. Je pense par exemple au pull-up à 3 points où très souvent il est pas forcément respecté comme son efficacité pourrait le dire, tu vois, comme des joueurs comme Stephen Curry ou Damian Lillard, ce genre de choses. Ouais, j'avoue que je suis pas hyper inquiet sur ce côté pull-up à 3 points. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout le temps, mais bon, effectivement, il n'a pas la même gravité que Curry, ou que Lillard, mais c'est un peu, voilà, c'est une catégorie qui est très au-dessus. Mais sur les turnovers aussi, je te trouve un peu sévère, mais je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, tu vois, dans les chiffres, on voit, il a un pourcentage de turnover, il perd la balle un pourcentage de fois plus bas que des Jokic ou des Harden. Et certes, il y a un côté jeunesse qui peut-être rentre en compte, mais il y a aussi, je pense, je pense qu'il faut réaliser que le style de jeu dicte aussi à quel point tu fais des pertes de balles. Et je dis ça dans le sens où, bah oui, quand tu fais 0 passe et que t'es juste un finisseur, bah tu vas avoir très peu de pertes de balles, type Lauri Markkanen ou des joueurs comme ça. Alors que quand tu es un passeur, et en plus un passeur qui va tenter avec de la créativité de très bon niveau, mécaniquement tu es amené à faire des passes un peu plus dangereuses qui parfois passent et sont excellentissimes, et parfois sont des turnovers, mais tu vois, c'est un compromis qu'on est quand même assez enclin à accepter, notamment pour des Jokic ou des Harden qui sont à des pourcentages plus élevés, et encore plus pour un Liberton qui est encore plus propre. Mais donc voilà, c'est un peu pour nuancer les pertes de balles. Après, si on peut dérouler un peu aussi quelques chiffres. Au niveau de l'impact qu'il a on-court sur l'offensive rating, 118 quand il est sur le terrain. Son équipe score met 118 points par 100 possessions comme offensive rating. C'est dans le 85e centile des meneurs. Donc malgré le manque de talent autour de lui, on voit cet impact. D'ailleurs, avec lui et sans lui, l'offensive rating passe de 118 à 112, ce qui, pour vous dire, est un écart significatif, puisque ça serait grosso modo passer de la 5e place à la 26e. Voilà, un écart comme ça. Du genre, hein, si on prend l'échelle des offensive ratings par équipe, bon, c'est pas totalement comparable, mais c'est pour dire essayer de vous illustrer un peu. Et puis j'avais aussi noté des stats de drive qui sont assez intéressantes, puisque c'était pas forcément quelque chose sur lequel il a toujours été génialissime. Enfin, il a toujours été efficace sur drive, mais jamais avec un énorme volume. Et c'est vrai que là-dessus, cette année, 15e à l'efficacité,
au niveau des drives parmi les gros drivers. C'est quand même plutôt pas mal pour le coup. C'est devant des Paul George, des Tatum, des Bradley Beal, des Harden, même si Harden est plus vieux, mais c'est aussi devant des Jalen Brunson, des Ja Morant. Voilà, on est quand même sur un très très bon score au niveau de la finition au panier. Et c'est vrai aussi que par contre, si on est sur ce groupe de minimum 10 drives par match en NBA, il se classe 42e sur 45, donc vraiment très en bas, au niveau des tirs pris par drive. Et c'est aussi une stat intéressante parce que c'est aussi le style de jeu de Haliburton, c'est ce côté passeur, et qu'en effet, il a un gros volume de drive, je crois qu'il est autour des 15, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas noté, mais c'est un gros driver en NBA cette année, mais il faut aussi garder en tête qu'il y a ce côté efficace parce qu'il prend des tirs quand les tirs sont là et les tirs sont bons, mais ce qu'il fait surtout et principalement, c'est de driver pour créer du jeu en fait. Que ce soit des driving kicks, que ce soit des pick and roll, c'est créer du jeu pour ça. Et donc c'est pour ça que quand on fait ce ratio de nombre de tirs pris, non pas par match, mais plutôt par drive, donc on fait un peu ce ratio-là, il est parmi les tout derniers de NBA parce que, en gros, si je le traduis en français, ça veut dire il fait plein de drives et il prend assez peu, souvent, de tirs à la fin du drive. Il y a une majorité de fois où il fait la passe plutôt. Donc c'est un peu dans ce côté-là. Mais donc voilà le cas de Haliburton qui effectivement, bon, on pourrait passer la soirée à dire des stats favorables, quoi. Ouais, là, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Et ouais, hâte de suivre sa progression et son plafond que j'ai du mal à voir. Mais j'avoue qu'effectivement, je te rejoins quand même là-dessus, sur le côté... peut-être que la dernière marche qu'on attend qu'il franchisse, là, il est passé au révélateur du volume. C'est-à-dire qu'il faisait des choses sur un petit volume à Sacramento. On voit il est toujours aussi efficace, il fait toujours la même chose sur un gros volume. Donc ça, c'est un bon test de passer. Mais par contre, peut-être que maintenant, pour passer dans la case vraiment du top 5 NBA, peut-être, ce qu'on aimerait, c'est quelqu'un qui puisse un peu plus faire la différence sur le scoring. Et ça reste à voir s'il fera ce dernier step ou pas. Mais il peut totalement être un joueur d'ultra élite, voire même top 5 NBA, ou je sais pas comment on le définit, mais il peut être un des tout meilleurs joueurs de NBA sans forcément être un très très orienté scoring. Mais c'est juste que sur des trucs de playoff, on aimerait qu'il ait un peu ce côté-là. Mais bref, avançons, je crois que on en est... Quelle est ta 4e stat du jour, du coup, à nous présenter? Alors, ma 4e, c'est 2045. Ouais. C'est les minutes d'Andrew Nembhard cette saison. Ah, je m'attendais à ce que tu parles de lui. Ah ouais, tiens, voilà. Donc, c'est une stat qui sert, encore une fois, un peu de prétexte pour parler de l'un de ces rookies des Pacers qui aura eu pas mal de temps de jeu, du coup, cette saison, puisque c'est le 3e total, en fait, de la saison, derrière Buddy Hield et Bennedict Mathurin. On a vu Rick Carlisle lui donner du temps de jeu très rapidement cette saison, dû à son âge certainement, puisqu'il a déjà 23 ans. Pour un rookie, c'est assez âgé. Mais surtout à cause de la blessure en début de saison de Chris Duarte, qui lui a donné un peu le champ libre en fait dans la rotation. L'idée, c'était surtout en fait de s'interroger sur ce joueur qu'on ne voyait pas forcément arriver avec la concurrence du début de saison, mais qui a su vraiment se faire sa place jusqu'à même décrocher un rôle important finalement, et qui semble même du coup, perdurer pour la saison prochaine avec le départ du coup de Chris Duarte vers Sacramento, et aucun autre on va dire move majeur à son poste. Donc voilà, il y a alors du coup offensivement, pour parler du coup un peu de son jeu, c'est pour l'instant pas top avec un joueur à 91 de true shooting plus. Donc je vais essayer de la refaire cette fois, moins 9% d'efficacité par rapport à la moyenne de la ligue. Perte d'efficacité d'ailleurs à laquelle on pouvait plus ou moins s'attendre par ses responsabilisations de fin de saison de porteur de balle lorsque les Pacers tankaient. Il y avait pas Tyrese qui jouait, donc il portait beaucoup la balle. Et même aussi Tyrese a été blessé. En tout, il a manqué un tiers de la saison aussi, ce qu'on n'a pas dit avant. Mais voilà, il a eu beaucoup de responsabilités à ce niveau-là lorsqu'il n'était pas là. Et il y a aussi beaucoup de tirs en pull-up. Alors je suis pas allé regarder les stats en détail, mais je le vois beaucoup pull-up lorsque je le regarde jouer.
Il y a un 3 points également qui est dans la moyenne, voilà, à 35%, donc respectable de loin. Bon, ce qui en fait quand même un joueur plutôt négatif en attaque pour l'instant, mais je pense aussi que c'est sûrement parce qu'il a passé la saison à porter un costume peut-être trop grand pour lui dès la première année. Comment est-ce que tu pourrais décrire un peu son jeu pour les gens qui, du coup, qui connaissent sans doute un peu moins son profil? On est sur quel type de joueur, du coup? Bah alors du coup offensivement, du coup surtout, c'est un joueur en tout cas en début qui avait quand même pas mal de comment dire de un rôle de en tout cas dans le système Pacers qui était pas mal en spot-up shooter pour voilà un peu étirer le jeu. Après, voilà, c'est un joueur qui est aussi capable de porter la balle, pas à un niveau, on va dire excellent, parce que il y a encore à mon sens, un handle qui est, voilà, on sent qu'il est moins à l'aise que d'autres porteurs de balle, notamment pour créer. C'est ça le problème surtout. Et c'est un joueur voilà qui aime bien aussi des tirs, qui va pas tant que ça au cercle. Mais qui va prendre pas mal de pull-up dans la zone intermédiaire, donc un arrière plutôt orienté scoring, qui est quand même mieux entouré, voilà, à côté de Tyrese Haliburton clairement pour optimiser son jeu, parce que en termes de premier décalage, on n'est pas encore, je trouve, sur un joueur correct à ce niveau-là. Après, voilà, c'est un peu comme ça que je résumerai brièvement. Alors après, voilà, il y a un 3 points, comme je disais, à 35%, qui à voir s'il peut être perduré ou pas. Ça va être un peu la grande question par rapport à son rôle futur. Mais là où il est réellement intéressant, je trouve, c'est plutôt en défense, où il est capable de gérer sérieusement des postes 1 et 2 au minimum. C'est souvent lui qui est sur le meilleur extérieur adverse d'ailleurs, quand il est sur le terrain. D'ailleurs, il est souvent aussi en haut des graphiques de Basketball Index sur cette fameuse table de match-up difficulty qui est calculée en fonction du niveau du joueur sur lequel il va défendre. Donc c'est vraiment un joueur qui se coltine, on va dire, les superstars offensives. J'ai l'impression que sur l'homme, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur extérieur de l'équipe. Et je me demande en fait à quel point il est capable de se faire sa place dans cet effectif-là, sachant qu'il n'est pour l'instant pas un joueur positif en attaque et qui doit vraiment voilà soigner son jeu, que ce soit dans la sélection de tir, mériter ses minutes tout simplement. Mais d'un autre côté, t'as un défenseur qui est quand même positif, je trouve, dans des lignes arrières souvent voilà en difficulté, donc il comble un besoin important tout de même, surtout voilà contre des superstars offensives en fait. Et voilà, ce qui me fait un peu peur après, c'est qu'il est déjà assez âgé pour un rookie et que je sais pas vraiment à quel point on peut mettre ses lacunes sur le dos de la jeunesse, quoi. Donc j'avoue que je suis pas très certain sur comment dire ses projections dans l'équipe, parce qu'il y a quand même des gros points d'interrogation. Mais il y a quand même des flashs défensifs, je trouve très intéressants, qui peuvent potentiellement être développés. Et après, à voir si voilà, il peut être au minimum neutre en attaque. Et dans ce cas-là, on a un role player qui est quand même sympa, qui peut défendre, et ça peut être un rôle intéressant, en tout cas pour le contexte Pacers. Est-ce que tu dis tu dis que c'est le meilleur joueur défensif des Pacers, du coup, sur les lignes arrières. Est-ce que vraiment il est en soi très intéressant, ou est-ce que c'est pas juste le fait que... Est-ce que ça en dit pas plus sur les Pacers qui sont mauvais, quoi? Déjà, il y a ça, parce que ça, c'est clair que à côté de lui, vraiment, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de défenseur significativement positif. Mais il a quand même des attributs, je trouve, qui sont assez bons, notamment pour défendre des joueurs sur drive. Je trouve qu'il est bien mobile. Moi, franchement, pour un rookie, je l'ai trouvé assez intéressant. Après, voilà, je trouve que comme tu dis, il y a forcément ce biais défensif, en tout cas du personnel qui est à côté de lui, qui on va dire l'avantage. Donc c'est vrai que quand t'as conscience de ça,
peut-être que ce biais est difficile à se détacher, surtout bah voilà, il n'y a pas trop de statistiques, on va dire, pour être sûr de tout ça. Donc c'est compliqué là-dessus, mais bon, c'est pas un défenseur élite, mais en tout cas, je le trouve bon, voilà. Bah, j'avoue que moi, l'inefficacité me fait un peu peur. Et c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses finalement sur un terrain de basket, j'ai l'impression, mais peut-être rien à un niveau génial. Alors, du coup, c'est toujours un peu bizarre parce que c'est difficile de prédire un peu ce genre de profil parce que si ça se trouve, il va réussir à tout bien faire à un haut niveau et être un role-player très intéressant, ou alors il va tout bien faire mais sans être génial nulle part et du coup ne jamais gagner sa place vraiment. Donc il y a un peu ce côté où selon le niveau où il va porter sa polyvalence, ça peut tout déterminer évidemment. Mais voilà, on est sur ce profil polyvalent qui peut être intéressant selon ou jusqu'où il peut aller là-dessus et c'est vrai que pour moi, le côté défensif est intéressant, mais à ce niveau-là, on n'est pas sur un niveau défensif tel que ça pardonne un 3 points déficitaire, je pense. Hein. On n'est pas sur un monstre défensif où tu dirais le compromis de il prend pas des 3 points, c'est pas grave, quoi. Mais tu vois, justement, c'est assez intéressant de ce joueur parce que, mine de rien, le contexte fait que là, il a quand même une carte à jouer dans l'effectif, quoi, parce que il y a pas trop grande concurrence et c'est pour ça que c'est un joueur intriguant, ça le rend d'autant plus intriguant, quoi. Oui, et puis je dis il prend pas 3 points, mais il en prend 3,5 par match, il est même à 35%. Donc c'est pas non plus un non-shooter. Hein. Je me suis peut-être un peu mal exprimé, mais on n'est pas non plus sur un shooter à énorme volume où l'efficacité elle est encore au niveau de la moyenne à peine entre guillemets. Donc on est à ce côté-là, mais le côté peut un peu toucher à tout, peut être intéressant. Mais c'est vrai que je sais pas ce qu'ils ont les Pacers à drafter des joueurs aussi âgés à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Du coup, il a dégagé Chris Duarte qui a 32 ans déjà. Il a été drafté loterie il y a 2 ans. Lui, pour dire un Mbart, il a fait 4 ans de fac, 2 années à Florida et 2 années à Gonzaga. Et puis il a été drafté 31e, donc quand même un peu plus bas. Mais oui, à suivre, même si, comme tu dis, vu qu'il est déjà un peu vieux, peut-être que la dynamique de progression restante, elle va pas être exceptionnelle, mais on peut l'imaginer totalement être un role-player intéressant dans pas mal de bonnes équipes, en fait. C'est ça, ouais. Intriguant à suivre, je pense. Ouais. Effectivement. Du coup, je peux enchaîner sur un autre jeune. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, pardon. Moi, ma 4e stat de la saison pour les Pacers, c'est 20,2. Ah bah tu vois, j'hésitais à la choisir celle-là aussi. Je pense que c'est le shooting foul, c'est ça? Exactement, c'est le shooting foul percentage de Bénédicte Mathurin, du coup, l'autre rookie. Alors qu'est-ce que le shooting foul? Très simplement, c'est pas le pourcentage de fautes général, c'est précisément les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Donc pas généralement, mais pendant une tentative de tir. Donc c'est ce qui retranscrit le mieux ce qu'on appelle la qualité d'attirer les fautes ou de provoquer des fautes, hein, puisqu'on se concentre sur les tentatives de tir. Bref, et donc il est 10e de NBA. 10e de NBA, avec 20,2% de shooting foul percentage. Et en général, retenez-le, bon, sur des intérieurs, on peut le dépasser, mais sur des arrières et sur des extérieurs, être au niveau des 20%, c'est une barre symbolique de très 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 haut niveau, pour le coup, en termes de capacité à tirer des fautes. D'ailleurs, pour vous dire, il est même devant Shai Gilgeous-Alexander cette saison, Mathurin. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce fameux podcast, Haliburton en parlait, où il lui disait à Mathurin, mais non, mais ça, en pré-saison, il disait, mais ça, ça, tu les auras pas, ces calls en NBA. Et il dit, si, tu verras. Et effectivement, il a eu ses calls en NBA, même sa saison rookie. Et oui, donc je dis 10e de NBA, et même en plus, si on enlève les intérieurs qui, évidemment, ont tendance à faire de meilleurs scores parce que proche du panier, à faire des dunks ou des lay-ups, donc forcément des scores plus gros de provocation de faute. Et donc, si on enlève les intérieurs, il est 3e de NBA, derrière Butler et Austin Reeves aussi, dont on a parlé récemment dans un des stats de la saison. Et donc voilà, 3e de NBA au niveau des fautes provoquées. Pour un rookie, en plus, c'est quand même assez exceptionnel, sachant que notre QV de rookie, elle est aussi assez étonnante, puisqu'on a Banchero qui est pas loin des 20% non plus. Ça aussi, on en a parlé avec Azad la dernière fois. Mais voilà, c'est assez étonnant. Et autre stat que j'avais un peu noté, c'est que ça lui sauve un peu l'efficacité sur drive, pour le coup, parce que du coup, quand on regarde la productivité globale, lay-up en fin de drive et lancer franc obtenu sur drive, il est à 1,10 points par tir, ce qui est 56e sur 82 joueurs avec
minimum 7 drives par match, donc 56e sur 82. C'est plutôt voilà, au niveau moyenne, bref. Mais si on enlève du coup les lancers francs et qu'on regarde seulement l'efficacité des lay-ups, et on rajoute pas les lancers francs et la productivité des lancers francs, il est 77e sur 82 au niveau de l'efficacité en elle-même en fin de drive. Donc c'est là-dessus où il y a deux manières de voir les choses. C'est le côté positif, c'est les lancers francs lui sauvent l'affaire. L'autre vision, c'est de se dire, bon, c'est vrai qu'on a quand même affaire pour l'instant à quelqu'un qui est un finisseur assez limité pour l'instant, en tout cas, et quand on rajoute aussi d'autres facteurs qui sont le passing ou d'autres éléments, on a un joueur très intéressant, mais avec aussi un profil un peu particulier. Je sais pas ce que toi t'en penses de Mathurin. Bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est quand même un joueur que bon, j'ai vu cette saison, mais bon, c'est sa première année, donc je savais pas trop encore comment me situer sur lui. Et en fait, je suis allé voir du coup sa page, par exemple, Cleaning the Glass. Et à première vue, bah voilà, je m'attendais un peu à voir ça, donc scoring, enfin efficacité dans la moyenne, avec un gros usage. Mais en fait, quand on détaille un peu, on va regarder ne serait-ce que juste sa fréquence de tir, parce que j'ai beaucoup vu shooter cette saison, et j'ai été surpris de voir qu'il prenait 44% de ses tirs au cercle, ce qui est quand même énorme pour un joueur à son poste, c'est 90e centile. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu cette stat, voilà, absolument folle. Tu l'as dit, c'est dans les meilleurs de la ligue de 20,2 shooting foul. Un tir en fait sur 5 l'emmène sur la ligne. En plus avec un pourcentage qui est qui est bon, hein, 83%. Ça peut même se peaufiner. Enfin, vraiment, il y a vis-à-vis de son profil vraiment de pur scoreur, on peut dire ça comme ça, parce que voilà, le passing, c'est pas ça pour l'instant. Il y a cette compétence ultime du scoreur NBA, c'est-à-dire aller chercher des lancers, en fait. Aller provoquer le tir le plus simple du basket pour son profil. Et ces lacunes qu'on voit déjà, du coup, comme tu disais, à son toucher, c'est ce qui va clairement contrebalancer ses points négatifs, et c'est ce qui même donne beaucoup d'espoir pour un développement dans ce rôle-là de voilà, on voit bien un peu, on cerne le rôle terme qu'il pourrait avoir et même qu'il a déjà, c'est-à-dire le scoreur à qui on va donner la balle et qui va un peu pas avoir froid aux yeux à prendre des tirs. Et franchement, c'est très très rassurant de voir ça déjà, parce que souvent pour un jeune joueur ou surtout des arrières, début de carrière, on a du mal à jauger un peu leur efficacité. Alors là, on voit des limites du coup, mais voilà, le lancer franc, c'est quand même ultra important pour les scoreurs, et il part peut-être avec la première base de la pyramide pour être un bon scoreur, quoi. Et je pense que voilà, il a capitalisé beaucoup là-dessus dans son efficacité au scoring global. Et ça peut que, on va dire, encourager ou en tout cas accélérer une progression sans être négatif significativement en attaque. Donc vraiment, c'est très encourageant. Et du coup, après ce check statistique, c'est vrai que j'étais, on va dire, un peu plus positif, quoi, que en fait de ce que j'avais vu, on va dire, de lui en match, qui me donnait une impression de déjà un peu plus inefficace, parce que forcément, les lancers francs viennent contrebalancer ça, et quand tu vois les pull-ups qui sont pris de façon, j'ai envie de dire presque juvénile, ou voilà, vraiment ça dégaine, quoi. Il y a ce billet où tu te dis voilà, c'est un arroseur entre guillemets, et voilà, ça c'est pas forcément efficace au global, mais ça vient vraiment contrebalancer ça, quoi. Donc je pense que on peut être optimiste à terme, en tout cas. De toute façon, il a 20 ans, donc on peut quand même être optimiste sur une très bonne première saison, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare que d'un coup un rookie débarque et soit élite sur un domaine en particulier, et en plus celui-ci, qui est plutôt un domaine qui peut-être vient avec l'âge, ou qui est un peu la caractéristique des superstars qui arrivent à provoquer ça, ou il y a aussi une question, les joueurs racontent qu'il y a une question d'arbitrage et de connaître les arbitres, et voilà, quand t'es rookie, t'as pas forcément les mêmes calls, comme on dit, et lui pourtant a ça, donc ça c'est le très très bon point de cette saison. Bon, si on sort un peu de la tactique, j'ai l'impression que la mentalité aussi a l'air assez
et sa personnalité a l'air assez bonne dans tout ce qui est développement, persévérance, etc. Mais c'est vrai que tu vois, bon, on est sur quelqu'un qui a un taux de lancer franc très très élevé, même élite, qui les met en plus avec une efficacité qui est très bonne, 83%. Donc ça fait énormément de points bonus et vraiment les lancers francs sont des points très 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 rentables par rapport au reste du jeu. Donc il en prend plein et il les met. Et pourtant, on est sur quelqu'un qui, au global, est moins efficace que la moyenne. On est sur un 97 de True Shooting Plus, donc 3% moins efficace que la moyenne qui est fixée à 100, vous le savez. Et donc du coup, c'est là-dessus où, effectivement, quand il y a un peu ce double effet, du coup, où les chiffres te disent beaucoup de lancers francs et ça rattrape, mais il y a aussi cette impression visuelle qu'on a en match, et même pas que visuelle, en fait, parce que si tu vas voir les stats, effectivement, il est très très peu efficace dans à peu près toutes les zones du terrain. Donc c'est un peu c'est ça aussi qui tire vers le bas, parce que encore une fois, avec le nombre de lancers francs et la rentabilité des lancers francs, c'est quand même un exploit presque, j'ai envie de dire, qu'il soit même pas au niveau moyen de NBA. Bon, il l'est grosso modo, il est autour de la moyenne, mais voilà, on pourrait s'attendre qu'avec une efficacité normale sur d'autres zones du terrain, les lancers francs viendraient booster tout ça pour le catapulter vers l'élite. Là, c'est pas le cas, et bon, ce qui m'inquiète un peu, quoique même pas trop en fait, c'est les 3 points. T'en as parlé des pull-ups, mais il n'est que à 34% à 3 points. Ce qui est pas très bon, et en fait même en catch and shoot j'ai noté 31%, ce qui est pas bon non plus en catch and shoot. Donc inquiétude, je sais pas, parce que en même temps j'ai vu qu'en NCAA il sortait de 2 saisons à 38%, avec plus de 300 tentatives en NCAA, donc plutôt bon échantillon. Donc voilà, je pense qu'il a quand même ce passif de bon shooter et qu'il pourra devenir à moyen et long terme un bon shooter. C'est peut-être juste que là, il y a un côté rookie, jeune, peut-être la sélection de tir aussi aggrave un peu ce côté, ce côté pourcentage. Sans doute que c'est pas un shooter à 34%, mais que à cause de la sélection de tir, il l'est un peu plus. Mais c'est vrai qu'au final, ça nous fait un profil très très intéressant de 3&D+, si je peux le formuler comme ça. Je dis ça parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va être un créateur majeur à haut volume pour moi, en tout cas pas collectivement. Peut-être il le sera pour lui-même, mais oui, voilà, je pense à des Wesley Matthews, par exemple, avant sa blessure. Wes Matthews, mais peut-être même encore avec un meilleur volume que Wes Matthews, mais Wes Matthews avait un peu ce côté 3 points et très bully, pardon pour l'anglicisme, très agressif pour aller au panier ou même sur des post-up. Il y avait un peu ce côté-là. On peut penser à Norman Powell aussi, qui est lui aussi pas très bon passeur, mais qui de l'autre côté a le 3 points et a le drive. Voilà, je pense qu'on a un peu ce modèle-là, avec en plus la nuance que lui il peut apporter ce modèle-là peut-être à un niveau supérieur encore. On verra à quel point ce qu'il arrive à se développer, mais tu vois, c'est aussi le dernier truc que je voulais noter sur lui, c'est ce côté non passeur qui est assez important. Autant l'efficacité, je pense que ça va venir, en plus avec le lancer franc, mais bref, mais au niveau du passeur, du passing, c'est vrai que on n'est pas sur quelqu'un qui fait beaucoup de passes, on est sur quelqu'un qui est plutôt concentré sur son propre scoring, qui va pas beaucoup créer pour les autres, voire quasiment pas du tout. Et bon, ça c'est une impression de match, je pense que tu as eu un peu la même, et qui se recoupe un peu en stats, parce que ce fameux ratio assist par usage, donc le nombre de passes que tu fais par rapport au nombre de ballons que tu as, grosso modo, il a un ratio de 0,34, et quand du coup on compare par rapport à d'autres, c'est le 3e pire de NBA, sur des joueurs avec un plutôt bon volume, 3e pire derrière Jaren Jackson, mais bon, Jaren Jackson c'est un intérieur, et Kelly Oubre, c'est Kelly Oubre, c'est pas bien d'être dans cette zone, et donc c'est encore pire que des Lauri Markkanen, que des Klay Thompson, que des Jalen Brown, que des Dwight Powell, voilà, que Dwight Powell, Norman Powell, pardon, que des Porzingis, que des Christian Wood, que des Anthony Davis, voilà, que des bons joueurs, mais qui sont vraiment pas du tout des gros passeurs, qui sont pas connus pour être des gros passeurs. Il est encore pire que eux. Et donc voilà, même si on le retourne dans l'autre sens, peut-être sur les joueurs qui ont minimum 22% d'usage et minimum 1000 minutes NBA, il était 84e sur 86 au niveau de ce ratio de playmaking. Donc c'est peut-être un peu la faiblesse du jeu, et c'est pour ça que je parlais peut-être que 3&D+, il y a une connotation un peu trop négative, un peu trop typé role-player, mais pour moi, cette absence de passing fait que on aura peut-être un top joueur et un top créateur pour lui-même, un scoreur à 20 points par match, voire même plus, mais j'ai du mal à voir le côté création pour autrui. Ouais. Franchement, là-dessus, je suis assez d'accord. En tout cas, pour l'instant, il y a vraiment une tendance, comme tu dis, à créer vraiment son tir pour lui-même, et dès qu'il reçoit la balle, en fait,
pense limite qu'à marquer, dans le sens où il se fait sa différence et quitte à ce qu'il prenne un tir difficile, il va le prendre, quoi. Après, après il faudra revoir aussi pour le D de Suendi, parce que bon, pour l'instant Oui. c'est pas bon, moi je trouve. Donc je mise un peu sur le côté qualité athlétique, physique et le potentiel long terme, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où il a l'envergure et puis le physique pour théoriquement défendre, quoi. Mais c'est vrai que en tout cas sur cette première saison, on l'a pas trop eu concerné, quoi. Et c'est vrai que c'est assez flagrant, mine de rien. Et moi c'est marrant parce que j'ai vu plusieurs fois Tyrese péter un câble contre lui, ça m'a fait rire. Et on sent que c'est comment dire, peut-être aussi, comme tu dis, un problème de sans moins concerné, en fait, tout simplement. Pas forcément qu'il a des limitations, j'ai presque envie de dire intrinsèques, mais de rôle, en fait. Il se voit vraiment comme le scoreur qui bon, après, voilà, c'est très spéculatif ce que je dis, mais la défense, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. C'est un jeune joueur dans une équipe un peu de tanking. Voilà, bon, c'est ça. C'est pas encore inquiétant du tout, quoi. Mais, ouais. Enfin, voilà, tu vois l'idée. Oui, tout à fait. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est un aspect un peu majeur, en tout cas à pas négliger, ce côté passing. Ouais. Mais on peut être sur vraiment un finisseur un peu finisseur ultime, je sais pas, mais un joueur, un profil typé finisseur qui peut très très bien finisseur, pardon. Il peut créer aussi pour lui-même, mais je veux dire, il est surtout dans la finition, que ce soit si on lui crée pour lui ou même lui crée pour lui-même, lui finit les actions. Oui. Bref, je m'embrouille un peu. C'est pas que finisseur sans ballon, je veux dire. C'est voilà. Donc on peut être sur ce côté scoreur créateur, mais pour lui-même. Et tu vois, je regardais un peu au niveau le steal percentage du coup. Ouais. Donc rien à voir avec le passing a priori, mais sauf que en fait c'est deux stats un peu corrélés parce que les deux sont corrélés à l'intelligence de jeu et le QI, etc. en général. Et il a pas du tout un très bon steal percentage, ce qui recoupe un peu historiquement avec les joueurs qui font pas beaucoup de passes non plus. Donc voilà, on verra par la suite, etc. Mais l'indicateur pour l'instant est pas génial. Mais ça peut être encore une fois un profil, un modèle qui est pas forcément héliocentrique, gros passeur, mais quelqu'un qui peut, si, comme tu dis, la défense, il la développe ou il en fait un jour, ça peut être un profil très très intéressant parce que drive, hyper agressif, ce que n'ont pas des shooters à 3 points. Si en plus lui, il a le shoot à 3 points, s'il a un peu de création aussi sur isolation ou sur pick and roll pour lui-même, voilà, ça fait un package très intéressant, quoi. Quelle est donc ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Pacers 2023 ? Donc du coup c'est 130 millions, c'est du coup c'est la masse salariale au moment où on parle des Pacers sur l'année 2023-24. Alors du coup c'est surtout une stat qui sert de prétexte encore une fois pour se projeter un peu dans les années à venir pour Indiana. Donc c'est la 29e masse salariale du coup de la NBA pour la saison à venir. Si on fait un petit peu l'état des lieux rapide, on a un effectif qui est clairement renforcé par rapport à l'année dernière avec Bruce Brown et du coup Jarace Walker qui on a déjà parlé juste avant en arrivée principale. Il y a aussi un Obi Toppin qui a été gratté. Donc voilà, il y a tout de même des nouvelles pièces intéressantes à intégrer au sein de ce système-là précisément. Et du coup, au-delà de la prochaine saison, si on regarde la 2024-25, on a la plupart des joueurs majeurs encore sous contrat parce qu'il y a pas mal de jeunes aussi. Hormis Buddy Hield qui entre même dans sa dernière année cette saison-là. Miles Turner, lui, il sera en contrat expirant. Il y aura Tyrese qui entrera dans sa prolongation. Et en fait, tous les joueurs, ils sont verrouillés avec des team options plutôt intéressants. Et on peut même ajouter Bruce Brown du coup qui a été signé sur 2 ans avec cette team option du coup en 24-25. Donc le front office a quand même pas mal de cartes entre ses mains. Et la question que je me pose du coup vis-à-vis du cap restant avant la luxury tax sur les prochaines années, c'est est-ce que les Pacers sont construits des fondations en fait assez solides
pour passer la vitesse supérieure lorsqu'il y aura une fenêtre de tir sur le marché des transferts, par exemple. Hein, voilà. Donc, alors évidemment, c'est encore trop tôt, hein, parce que t'as 2 de tes joueurs majeurs qui sont rookies actuellement. T'es un peu certain sur incertain pardon sur leur développement, mais d'un autre, voilà, t'as un coach qui est quand même assez réputé, avec une future superstar NBA, si ce n'est pas déjà le cas, et quelques bons joueurs qui l'entourent. Donc je pense que la saison prochaine sera réellement la première avec des ambitions sportives, avec notamment le play-in dans le viseur, hein, je pense, et on verra où ça mènera. Mais en tout cas, le recrutement de cet été donne des cartes intéressantes pour donner de l'espoir d'un point de vue sportif, quoi, par rapport justement à tes concurrents directs de cette partie de tableau-là, quoi. Donc je sais pas trop, toi, comment tu les jauges par rapport à où est-ce qu'ils sont exactement. J'ai un peu du mal parce que c'est une reconstruction un peu particulière. Donc là, la première année va vraiment commencer, mais c'était juste voilà une petite stat pour voilà un peu spéculer sur les années à venir et comment on peut les positionner par rapport du coup à cette à leurs concurrents directs, quoi. Est-ce qu'ils peuvent faire une échappée avec des vraies cartes à jouer, quoi. Je sais pas, je m'interroge là-dessus et Mais j'avoue que je suis pas convaincu que si ça soit maintenant qu'ils vont passer la seconde. Euh, tu vois, il y a des équipes de jeunes, par exemple. Moi, je pense que, alors c'est je suis décalé par rapport à l'avis même de ses propres fans, mais je pense qu'OKC est un peu dans ce modèle-là où il oui, faut y aller maintenant, ou en tout cas ils ont la possibilité d'y aller maintenant, et que voilà, pour moi l'équipe est largement assez compétente avec du talent à la fois assez jeune, mais déjà développé pour accélérer. J'avoue que je suis un peu plus partagé sur Indiana, qui certes a d'un côté un joueur déjà superstar, ou en tout cas ouais, déjà clairement d'élite. Donc il y a ce côté-là, mais en même temps, il n'y a pas encore le reste en fait. Il n'y a oui, pas oui. encore le reste, et Bah, c'est même ça. le reste qu'il y a, c'est du Miles Turner, dont on va peut-être parler juste après du coup, mais je suis pas certain que Miles Turner fasse partie des plans long terme, on va dire. Je pense qu'ils le gardent un peu moyen terme et ils l'ont re-signé, mais peut-être pour mieux l'échanger et pour pas le perdre pour rien. Donc il y a ce côté asset. En plus, il a quoi, Miles Turner? Il doit avoir pas loin de 28, 27, 28 ans. Ça m'étonnerait pas qu'il soit échangé, clairement. Et du coup, ouais, Ouais, 27 ans. Ouais. la partie. Ouais, 27 ans. Et la particularité aussi d'un marché comme Indiana, et on le sait, c'est que, bon, à part des opportunités comme ça, comme à Liberton, mais ça arrive une fois tous les 10 ans, hein, c'est-à-dire qu'on a eu à Liberton en échange. Il y a 10 ans, il y avait James Harden qui était disponible en échange. Voilà, c'est tout, ça arrive une fois tous les 10 ans. mais oui, la particularité d'un marché comme Indiana, c'est que, a priori, la free agency est assez limitée. Donc ça passe aussi par la draft, ou alors il faut vraiment que les jeunes se développent beaucoup et que oui, quand tu auras Ali Burton All NBA plusieurs fois, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Jarvis Walker qui sera développé aussi, Mathurin très très bon aussi, quand tu auras déjà une équipe qui sera attirante et compétente, oui, à partir de ce moment-là, ce sera plus facile de signer des free agents, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier je pense pas qu'ils sont encore au point où on se dit on a fini de tanker, Ouais, ouais. on peut être compétitif de suite et à fond. Peut-être que si, peut-être que je me trompe, c'est tout à fait possible, mais ça me paraît moins évident que pour d'autres, peut-être. Ouais, c'est vrai que je suis un peu de ton avis. C'est vrai que OKC, quand on regarde un peu ce range d'équipe, c'est l'équipe qui paraît la plus avancée dans ce process-là. Euh, j'ai l'impression quoi qu'ils ont peut-être 1 ou 2 ans de retard. Enfin, c'est pas vraiment du retard, mais de décalage avec eux. Mais c'est vrai que ouais, moi pour le coup, c'était vraiment une interrogation que j'avais. À quel point du coup bah ouais peut-être que on sait pas Jarvis Walker demain il va arriver et puis ça va déverrouiller pas mal de problèmes à cette équipe. Il y a quand même de l'espoir d'un côté parce que voilà t'as des jeunes que t'as sous contrat encore pour plusieurs années dans le sens où t'as comment dire une situation qui est plutôt stable, hormis bon voilà Buddy Hield et Miles Turner qui va falloir gérer, mais mine de rien qui sont aussi des pièces importantes de l'équipe quoi. Donc à voir si tu les re-signes. Enfin je sais pas,
C'est particulier, mais ouais, c'était plus pour essayer de se projeter un peu sur l'équipe, même si je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est tôt. Mais en tout cas, est-ce que tu serais d'accord pour dire que il y a là c'est la première saison où on se dit allez on y va et puis il y a quand même des chances de play-in avec l'effectif qu'on a pour la saison prochaine. Ah oui, c'est de la nature du play-in, c'est que tout le monde peut le faire. Hein. C'est ça, ouais. C'est sa beauté, certains diront. Je suis pas tout le temps d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord avec le fait que des équipes très très moyennes finalement puissent accrocher le play-in. Quoique il y a eu l'exemple Miami qui, bon, ok. Mais non, mais oui, le play-in, on peut totalement être dans la course au play-in. Après, voilà, le play-in, c'est quoi? C'est jusqu'à la 10e place. Ça veut dire que quand t'es 11e, 12e, a priori, t'es dans la course au play-in encore. Bon, 12e, il y a 14 équipes dans la conférence. Donc, comme t'as toujours une ou deux équipes avec 0 star, toi, t'as Liberton et t'as Miles Turner et t'as d'autres joueurs sympathiques. Bah oui, de facto, t'es dans cette course-là, quoi. T'es pas au niveau de Charlotte ou quoi que Charlotte, ils ont la Melo Ball, mais t'es pas au niveau de certaines équipes encore plus en retard que toi, on va dire. Mais, Ouais. Mais du coup, ouais, si tu me permets, je peux enchaîner avec ma dernière stat du jour, moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'on est un peu là-dessus. C'était 35,9. Ok. Allez, on va dire 36. C'est le pourcentage de tirs autorisés au panier lorsque Miles Turner est sur le terrain. Donc la fréquence de tirs au panier, on a parlé un peu tout à l'heure de protection de cercle, mais c'est vrai que je voulais un peu citer ça parce que pour parler de Miles Turner et du cas Miles Turner, on va dire finir avec ça, c'est dans le 22e centile par rapport donc à son poste d'intérieur. C'est-à-dire qu'il fait à peine mieux que 22% des joueurs à son poste. Donc, au niveau des fréquences de tir autorisées lorsque lui est sur le terrain, c'est pas directement quand lui est dans la raquette. Hein, c'est vraiment une corrélation de quand il est sur le terrain, mais a priori, on est quand même. Il y a une forte corrélation avec lui-même. Bref. Et c'est vrai que je pense que je citais ça aussi pour parler du profil de Miles Turner, qui pour moi est plus celui d'un playmaker, entre guillemets, playmaker contreur, qu'un vrai protecteur de panier d'élite, un vrai rim protector d'élite, pardon. Parce que c'est vrai que tu vois, au niveau de l'efficacité, oui, il est très bon. Il fait bien chuter l'efficacité. Voilà, quand il est sur le terrain, l'efficacité au panier, elle est pas bonne. Donc c'est bien pour les Pacers. Donc ça, ok. Mais par contre, je trouve que lui, autant il y a ce côté efficacité où quand il est dans les parages, il est grand, il est long, il est assez mobile et explosif, donc très bien. Mais par contre, il n'a pas du tout le côté dissuasion que d'autres protecteurs de panier peuvent avoir. Et là, je parle évidemment du poste de pivot. Hein. On n'est pas dans des cas de Evan Mobley ou Draymond Green ou même Jaren Jackson. Là, on parle vraiment pour des trucs un peu de pivot sur l'ancrage, on va dire, l'encre défensive. Tu vois, en comparaison, Gobert est à 31% de fréquence de tir autorisé au panier. Là où donc Turner est à 36, c'est quand même beaucoup plus sur ses tirs les plus rentables du basket. Donc Gobert 30, 31, Embiid 30, Brook Lopez 27, même s'il y a aussi le contexte qui aide, mais Walker Kessler 30% également. Voilà, je trouve que lui, on a toujours été un peu plus sur un profil de playmaker contreur, peut-être on peut le formuler comme ça, de quelqu'un qui va pouvoir faire des actions au panier et effacer certaines actions, mais qui n'est pas dans ce profil d'intimidation et de dissuasion. Donc voilà, on a un peu ce côté-là, et d'ailleurs on a vu que bah oui, c'est pas un joueur qui peut t'offrir un plancher défensif si haut que ça, finalement. Tu vois, tu mettrais dans cet effectif pourri ou pas très bon défensivement, tu mettrais Rudy Gobert ou d'autres joueurs comme ça, t'aurais peut-être un plancher, un niveau minimum plus haut. Avec lui, ça n'a pas trop été le cas, quoi, parce qu'on n'est pas sur ce type-là, je pense, de profil en termes de valuable. Donc voilà, il y avait ça, et puis l'autre côté, d'autres stats que j'avais noté aussi, même si je ne retrouve plus la feuille, mais c'est au niveau de l'usage offensif, donc le volume de responsabilité, puisqu'il est à 20% d'usage cette année, et c'est pas beaucoup, 20% d'usage offensif, et c'est pourtant son plus haut score en carrière. Il a toujours été entre 15, 17, 18 et 20%, et c'est son plus haut score en carrière, donc c'est vrai que il y a ça, il y a le fait que c'est pas non plus un gros créateur, il n'y a pas beaucoup de passing, voire même presque pas, quasiment. Donc c'est vrai que pour redéfinir un peu son profil, je sais pas à quel point la vision elle est bonne ou pas bonne sur lui, j'en sais rien, je connais pas l'avis de tout le monde bien sûr, mais je dirais quand même que on est sur un profil défensif très bon, mais peut-être pas d'ultra élite. Et en attaque, en fait, on a un joueur de catch and finish, mais en fait, catch and finish à 3 points. C'est juste que oui. il le fait. Certains le font sur des dunks, mais lui, il le fait à 3 points. Donc voilà, on a peut-être ces petites nuances-là. C'est pas quelqu'un qui va avoir beaucoup de volume offensif. C'est pas non plus un passeur. C'est peut-être juste un finisseur.
Voilà. Mais au final, on a quand même un pivot avec une valeur structurelle intéressante de à la fois protection du panier et 3 points qui peut attirer du monde. Et c'est pour ça que je dis que je voulais te lancer sur est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on l'échange? Qu'est-ce qu'on fait avec Miles Turner? Bah ouais, c'est vraiment une des problématiques. En plus, il va arriver dans son contrat expirant bientôt là. Ce qui va être déjà intéressant, je pense, c'est on va encore parler de lui, mais Jarace Walker, je pense que c'est un joueur qui peut être aligné à côté de lui de façon assez intelligente, en tout cas a priori. Il y a une certaine complémentarité qui peut se dessiner. Parce que tu vois, du coup, moi j'avais hésité à parler de lui aussi. J'avais pris la stat de la perte d'efficacité infligée près du cercle à moins 6,5%. Ouais. J'avais comparé aux années précédentes où en 2022 il était à moins 8,8 et en 2021 il était à moins 12,4. Ouais. Et en fait 2021 on renvoie en fait à l'ancien Pacer, c'est-à-dire avec Sabonis, où là il y avait un premier rideau pour lui où il avait beaucoup plus de jeux où il pouvait jouer en second rideau, quoi. Là où en fait dans cet effectif là, il est surtout en premier rideau direct, c'est-à-dire que c'est lui qui va être sur le défenseur de pick and roll. Il va avoir vraiment un rôle d'encre défensif, comme tu disais juste avant. Par exemple, moi, tu vois, il y a quelques fois où je l'ai vu jouer sur drop. Alors après, je connais pas trop les tendances sur pick and roll d'Indiana à ce niveau-là, mais je l'ai vu un peu sur drop. Ça rejoint ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas vraiment un protecteur de cercle dans le sens où t'as toujours l'impression qu'il veut contrer le joueur, quoi. Et ce qui fait que sur du drop, il est volontairement très bas. Après c'est le principe du drop, hein, c'est la faiblesse, c'est dans la zone intermédiaire, mais il y a quand même une juste distance à garder, et il a tendance à trop reculer et se faire en fait allumer sur des flotteurs, runners, teardrop, ce genre de tir, quoi, qui fait qu'il n'y a pas vraiment cette dissuasion là qui est intéressante, quoi. Et même encore une fois, c'est ton pivot principal, enfin voilà, c'est ton meilleur joueur intérieur de ton équipe. On l'a dit, j'ai dit précédemment, il y a un vrai problème de taille dans cet effectif qui d'ailleurs se ressent aux rebonds offensifs de l'adversaire, qui sont 30e sur 30 de la NBA. C'est-à-dire c'est l'équipe qui protège le moins bien son propre rebond. Après on s'éloigne un peu de la protection de cercle, mais encore une fois c'est cette capacité où Miles Turner n'est pas un bon. Ouais, c'est ça. Il a pas cette tendance ou en tout cas ses attributs pour remplir un rôle de vraiment d'encre défensive, donc qui est type, on va dire, entre guillemets, de poste 5, et qui est encore plus renforcé dans un effectif où il n'y a pas trop d'autres solutions que lui à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai presque envie de dire, le contexte ne favorise même pas son profil, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est pour ça que voilà, à voir après ce qui va être amené avec Jarace Walker, ou peut-être on va retrouver des configurations qui sont peut-être un peu plus similaires que Sabonis, à voir s'ils sont alignés, encore une fois, comme tu disais avant avec Rick Carlisle. Est-ce que Jarace Walker pourrait être au niveau dès la première saison pour être titulaire? Mais c'est vrai qu'il y a tous ces bémols là, et même tu vois près du cercle, comme tu disais, côté catch and finish à 3 points. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est son efficacité près du cercle, où voilà, il a pas bon, quoi. Enfin là, j'ai pas regardé les stats, mais là, tu vois, près du cercle, ouais, 71, c'est dans le 56e centile à son poste. Quand il prend, par exemple, des rebonds offensifs, il a pas non plus ce toucher-là. Enfin bref, c'est plein de petites choses qui s'additionnent, qui fait que, voilà, c'est pas un joueur à qui tu vas donner les clés de la raquette pour une équipe qui a de l'ambition, quoi. C'est pas du tout une encre défensive, en fait. C'est un peu ce qu'on dit, c'est que c'est pas une encre défensive qui va aider, alors qu'il en a l'air, en fait, parce que ce profil de contreur, je crois qu'au niveau des contres par match, il doit être parmi les meilleurs de NBA, ou même le meilleur certaines années, y compris peut-être cette année, je sais plus. Mais voilà, il y a un peu ce côté-là où peut-être on a l'impression qu'on peut le ranger dans la catégorie de certains autres, alors que pas forcément. Encore une fois, je parle surtout de ce côté
très playmaker en fait, plus que vraiment encre défensive pour moi. Et en attaque aussi avec certaines limitations de... Oui, il y a le 3 points, donc on pourrait croire qu'il y a ce côté licorne parfait, mais en fait non, parce qu'il y a presque que le 3 points sur ce profil offensif qui est très au-dessus de la moyenne. Le passing, il n'y a pas. Le passing statique, il n'y a pas, mais le passing en mouvement non plus. Et même au niveau du panier, effectivement, on n'est pas non plus sur une force brute au panier. On n'est pas sur quelqu'un qui décolle très haut. Il n'y a pas ce genre de verticalité, malgré sa taille et malgré ses longs bras. Ça décolle pas très haut. Il n'a pas l'art de savoir bien poser les écrans et plonger. Il n'a pas ce genre d'agilité non plus. Voilà, c'est un profil qui... Il ne faut pas se tromper là-dessus, je pense, mais... quand même, une fois qu'on a établi certaines nuances pour dire qu'il ne fait pas partir du méga gratin défensif de NBA, ça reste un joueur qui, tu vois, si tu as déjà une bonne équipe, tu le rajoutes là-dedans, ça peut être un top atout, je pense. Et tu vois, là, je pense notamment à une équipe comme les Lakers. Voilà, un joueur qui... Bon, ça fait peut-être un peu cher au niveau des 20 millions par an, mais dans une équipe des Lakers qui est déjà bien bâtie, avec Anthony Davis, défensivement notamment, avec des porteurs de balles comme LeBron James, etc., voilà, tu rajoutes Miles Turner là-dedans, c'est absolument génial. Après, par contre, si tu lui demandes à lui seul de porter une défense ou d'avoir un gros volume offensif, c'est vrai que non. Mais c'est pour ça que je voulais juste un peu le pointer du doigt, parce que pour rappeler son profil aussi, peut-être, et surtout pour dire que on ne sait pas. Si la saison des Pacers se déroule bien, ils vont le garder. Mais sinon, ça pourrait être un très gros coup, je pense, de la prochaine deadline. Je sais pas. Ouais, bah tu vois, moi quand tu me dis ça, ce rôle aux Lakers, moi ça me fait un peu penser, alors bien sûr dans des registres différents, un peu à Aaron Gordon qui est arrivé aux Nuggets, où tout de suite, voilà, il ça, ouais. un profil qui a des grosses imperfections intrinsèques, mais qui peut vraiment être sublimé dans un contexte, quoi. Et notamment dans des équipes fortes, du coup, où les responsabilités sont moindres par rapport à des fantasmes qu'on pourrait avoir du prospect, par exemple, et qui sont nuancés par des contextes bien plus compétitifs, et voilà, il y a moins d'attente entre guillemets sur le joueur. Bah d'ailleurs, moi, Denver, j'aurais, pour l'expérience, j'aurais bien voulu voir ça, le côté spacing de Turner et de la défense à côté de Jokic, ça aurait été sympa. Non, mais alors tu vois, Boston a pris Porzingis, on n'est pas sur des profils hyper différents non plus, quoi. Miles Turner aurait pu faire ce côté protecteur de panier et 3 points. À Boston par exemple. Alors je sais pas, il y a peut-être des équipes qu'on oublie, hein, j'en sais rien, mais voilà, je pense que ça pourrait être un bon ajout. Mais bref, on a déjà pas mal parlé des Pacers et de Miles Turner. Est-ce qu'en quelques mots on a oublié certains sujets, des joueurs dont tu voudrais parler en 2-3 minutes? Bah écoute, je sais pas, on a fait un bon petit tour quand même. On a fait un bon petit tour, ouais. Ça ne fait pas partie du bilan de la saison, mais je crois qu'il y a Obi Toppin qui est arrivé. C'est ça, ouais. On en parlera peut-être l'an prochain. Effectivement, ça ne fait pas partie du bilan de la saison. Je vois qu'ils ont aussi Nick Stauskas dans le payroll de 2024. C'est étonnant. Je ne savais pas. Je ne savais pas non plus. Bon, à suivre en tout cas. Ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'être passé pour parler des Pacers sur le Basket Lab. Ouais, merci à toi, hein, Guillaume. C'est toujours un plaisir de venir dans ton labo. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aurez pris un peu de plaisir à retrouver notre format des stats de la saison. Et pour le coup, je pense que sur les Pacers, on est vraiment sur une équipe assez intéressante, bien entendu même au-delà du cas de Tyrese Haliburton. Mais voilà, ça méritait quand même qu'on en fasse le bilan, et comme dit, on va aussi essayer de le faire pour tout le monde. On a pas mal aussi d'épisodes en réserve, et pas mal d'épisodes programmés, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est juste d'arriver à tout publier. On va peut-être devoir augmenter le rythme de publication d'ici octobre, hein, parce que ce serait bien que les bilans de 2023 tombent et se fassent avant 2024. Mais bref, ça c'est un autre problème. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout écouter sur le Basket Lab, bien entendu. Mais bref, donc nous, pour la prochaine fois, on va se retrouver pour le 3e numéro de la syllabe. Top 100 des joueurs NBA de 2023. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine d'être passé sur le podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.